bienvenue. Quel plaisir de voir une salle aussi bombée. Je le précise, nous sommes en direct de Toulon pour le plus grand événement politique varois organisé pour notre campagne des élections européennes. Je disais quelle fierté, quel plaisir de voir ô combien la politique est capable d'amener autant de mobilisation et d'intérêt chez nos concitoyens. Bravo! Alors, pour la petite histoire, on n'est pas dans n'importe quelle salle aujourd'hui. On est dans la salle Méditerranée. Et pour certains d'entre vous, il y a 5 ans auparavant, on avait un Jean-Luc Mélenchon et un Éric Coquerel, qui d'ailleurs nous fait l'honneur d'être présents aujourd'hui, de participer à aux premières assises de l'écosocialisme de la mer, socle de nos inspirations pour notre programme écologique de notre avenir en commun qui nous est cher. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui, ici, à moins d'1 mois des élections cruciales pour le peuple français, à construire collectivement l'alternative sociale et écologique de notre Europe de demain, conduit par la liste Et maintenant le peuple. Alors merci à vous. Merci à vous tous ici présents. Et je crois qu'on peut avoir aussi une pensée pour tous nos camarades, pour tous nos militants qui nous regardent un petit peu plus de loin sur les réseaux sociaux, et je pense à Canal Phi en particulier. Alors, j'ai envie de les inviter, et je vous invite à partager, réagir, aimer le direct qui est diffusé, mais aussi à encourager l'ensemble de vos amis, de vos collègues, de votre entourage à venir suivre la France Insoumise sur les différents réseaux sociaux. C'est ce qui fait aussi notre force. J'ai envie de dire que la réussite de ce meeting aujourd'hui et la présence en nombre de Toulonnais, de Varois, ou peut-être qui nous viennent un petit peu plus loin, elle vient des militants. Eh oui, depuis 15 jours, un certain nombre de militants de Force Vive travaillent d'arrache-pied, donnant de leur force, de leur temps, de leur énergie pour déployer des actions, que ce soit porte-à-porte, collage, tractage, diffusion, pour faire de ce meeting la réussite. Et je crois qu'on peut spécialement remercier le GA Toulon l'Insoumise, mais aussi le comité d'appui des Européennes de Toulon, qui a permis la réussite aussi de ce meeting. Et je crois que certaines personnes méritent d'être citées. Alors attendez, la liste est longue. Merci à Nathalie, Yves, Christiane, Eric, Henriette, Jaco qui se reconnaîtra, mais aussi Daniel, Jean, Odile, Albert, Jocelyne, Alain, Elisabeth, Christiane, Sandrine, Nicolas, Nadine, Joris, Lucille, Frédéric, Pierre et bien d'autres. Tout comme l'ensemble des groupes d'action du département, sans qui le meeting n'aurait pas été une si belle réussite. Donc merci à eux, je crois que vous pouvez encore les applaudir, car cette aventure, elle est collective, et c'est tous ensemble qui faisons la réussite de notre campagne. Alors chaque jour, de nouvelles personnes nous rejoignent sur la plateforme. Peut-être que certaines personnes dans la salle ne sont pas encore membres de la France Insoumise. Et j'ai envie de vous dire qu'on a besoin de chacun d'entre vous. Plus nous sommes nombreux, plus nous gagnerons. Donc je vous invite, si ça n'est pas encore le cas, d'aller sur la plateforme franceinsoumise.fr et de vous y inscrire. Parce que le 26 mai prochain, on souhaite la réussite la plus large possible. Au niveau du militantisme, on vous propose, en plus d'y voir nos têtes de liste de notre campagne des européennes et notre député, le fameux des 17, Éric Coquerel, on vous propose aussi de contribuer activement sur le terrain. Donc, vous aurez à la sortie de la salle un certain nombre de matériel à votre disposition. Vous pouvez aussi en commander directement sur la plateforme.
matériel-france-insoumise.fr. Et on vous invite aussi à diffuser le plus largement possible le programme de la France Insoumise et les différents tracts thématiques. Faites connaître notre campagne. Faites connaître nos idées partout en France. Enfin, il est important de rappeler qu'une campagne européenne, ça coûte cher. Et nous, on n'a pas les amis riches de Macron. Oui, malheureusement. Donc, on vous encourage aussi à contribuer financièrement, le plus modestement possible, selon vos moyens, directement sur la plateforme dont franceinsoumise.fr, et sinon, à la sortie de la salle, au niveau du matériel, vous aurez aussi des personnes qui pourront recueillir vos dons. Avant de vous souhaiter un excellent meeting, j'invite notre cher ami Marc Vimot, maire de la Seine-sur-Mer, vice-président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à nous rejoindre. Merci. Merci Laura, bonjour à tous. Ouais, c'est un peu l'usage, on sort un notable pour le mettre sur la scène en disant c'est nécessaire, il va porter la parole du terroir pour accueillir les uns et les autres. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment l'embarras du choix dans notre département. C'est tombé sur moi. Merci. Merci surtout. Et c'est pas redondant après ce qu'a dit Laura que de vous faire part de cette immense satisfaction de voir que cette salle est largement pleine. Je souhaite à ceux qui sont obligés de rester debout de pouvoir tenir le coup. Vous pouvez aussi changer de place. S'il y en a qui fatiguent, vous pouvez. C'est ça la solidarité également. Alors, Manon Aubry, je ne vais pas lui parler du Var. C'est sa terre. Les deux autres, un peu moins. Deux mots quand même, parce que c'est quand même eux surtout qui ont à parler. Ça fait des années et des années qu'on comprend notre douleur avec ce qui s'est construit doucement au départ avec un programme de paix, de solidarité territoriale au lendemain de la guerre, quand on a pensé utile de construire une Europe. Et puis très vite, dès le moment de la communauté européenne du charbon et de l'acier, on a commencé à comprendre ce qui se passait. Rappelez-vous, et nous ici, on a pris cher. On a pris cher avec la fermeture des mines de bauxite du Centre-Var, qui était organisée dans le schéma européen. On a pris cher avec 1966, puis les années 80, le plan d'Avignon, la restructuration de la construction navale. Le maire de la Seine que je suis, c'est de quoi il parle, et un certain nombre d'entre vous également, quand on a vu qu'il avait été décidé, et on n'était pas avec le système de la Commission européenne d'aujourd'hui, et ses pleins pouvoirs au service des lobbies du capital, il avait été décidé, on est à 30 années en arrière, qu'il n'y aurait plus qu'un seul chantier de construction navale sur le littoral de notre pays, en l'occurrence celui de Saint-Nazaire, et tout a été organisé pour que ceux de Dunkerque, ceux de la Ciotat et ceux de chez nous à la Seine disparaissent. Et on l'a compris également quand il a été question de réorganiser l'industrie de l'armement, et on est bien placé là aussi, autour de notre rade de Toulon, avec notre arsenal historique, dont on a vu l'évolution du statut. On parle là de défense nationale. On parle d'un sujet qui est un sujet plus régalien que celui-là, il n'y a pas. Eh bien, on a quand même réussi à créer les conditions de la privatisation de l'industrie de l'armement. Et donc ça, on sait ce que ça veut dire chez nous. Ces politiques européennes, et je ne parle que, là, vous le voyez bien, d'économie et d'économie industrielle et technologique. On pourrait en citer tant d'autres, c'est pas à moi qui vais être à leur place pour en parler. Je vais pas en dire plus là-dessus. Oui, on a pris cher. Oui, on a pris cher, et on a vu combien nos concitoyens dans le Var, politiquement, petit à petit, ont été un peu plus perdus. Toulon, 1995, Front National.
2014, Fréjus, Front National, Cogolin, Le Luc et le reste. On est un peu les derniers des Mohicans, nous, à certains petits endroits dans le département. Tiens, on parlait de la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Il y en a eu 2 d'entre nous, les maires, même pas moi. À l'époque, j'étais au Parti Socialiste, le maire de Ginasserve et le maire de la Verdière, qui ont signé pour les fameuses 500 signatures 2 sur 153 communes. Voilà la réalité. Pourtant, ce département, les amis, quand il s'est agi de chasser les flottes anglaises et espagnoles de la rade de Toulon, Toulon qui s'était livré à la contre-révolution au moment de l'an 2, en 1793, c'est de nos collines du Tour de la Rade qu'à l'époque, celui qui était le capitaine Bonaparte, ce n'était pas encore l'empereur qu'on a connu après avec les traces qu'il a laissées, qu'on aimerait pourtant ne pas oublier, mais lire avec un peu d'objectivité, c'est de nos collines du Tour de la Rade de Toulon qu'on a fondu dessus et que l'armée de la République a chassé les contre-révolutionnaires. Et c'est dans le Var aussi, en 1851, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, que de partout on s'est levé, de tous les villages, à partir du travail fondamental qui se jouait dans ce qu'on appelait les cambrades, les chambrées, les cercles de travailleurs, les cercles socialistes au sens très large du mot socialiste, que les esprits se sont construits, que les consciences se sont éveillées et qu'on a essayé de créer les conditions. Beaucoup de nos anciens ici se sont retrouvés déportés de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, pour avoir tenté d'empêcher le coup d'État. Et puis, dernier événement, plus récent, enfin il y en a eu tant d'autres, 1942, au moment où la flotte, après que le gouvernement de Vichy a failli donner la flotte de guerre de ce qui était antérieurement la République française et qui était devenu l'État français à l'occupant allemand, il y en a eu quand même quelques-uns qui, au départ d'ici, des marins de la Marine nationale de Toulon, ont réussi à s'échapper pour aller rejoindre les forces françaises libres. Et donc, à la fois, on a vécu ici, sur ce terroir du Var, plein de choses dures, liées aux approches européennes des différents temps qu'on a connus, mais on a aussi, sachez-le, et on est vraiment ravis de vous accueillir, un potentiel de résistance qui est absolument énorme. Bienvenue chez nous. Merci Marc. Tout à l'heure, la liste était longue de remerciements des différentes personnes qui ont pris part à ce meeting. J'ai quand même oublié 3 personnes. Il fallait le faire. J'applaudis Laurent Richard à la Seine-sur-Mer, Luc Léandry à Toulon et Philippe Dao sur Hier, qui ont pris une part très importante dans l'organisation et la réussite de ce meeting. Alors, comme je le disais dans mon introduction, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir l'un de nos 17 députés à l'Assemblée nationale. J'appelle Éric Coquerel. Ouais, on est 17, je crois, à mériter les applaudissements, donc je les prends pour les 17, enfin les 16 autres, qui ne sont pas là, en souhaitant une chose, c'est que vous puissiez bientôt applaudir, pourquoi pas, autant de députés européens, dont à mon avis vous serez fiers, parce que je pense que c'est un des objectifs de cette campagne, c'est d'envoyer le même type de commando de combat au Parlement européen que celui que nous sommes à l'Assemblée nationale. Bien, on est à un mois des élections, je vais mettre mon petit chronomètre parce qu'on m'a dit que quand même c'était minuté. On est à un mois des élections européennes, quasiment jour pour jour. Et ça se clôt en même temps, vous l'avez remarqué, le grand débat. Bon, le grand débat, très franchement, nous on le sait, ça a été surtout la grande propagande d'État. Ce qui me fait dire que quand on est dans un pays où 10 milliardaires, ou 9, je ne sais plus, 10 ou 9, possèdent 90% de la presse écrite, 55% des radios-télé, et encore je ne compte pas là-dedans les radios-télé
théoriquement de service public qui aujourd'hui deviennent de plus en plus des radios télé d'État, on n'est plus tout à fait dans une démocratie. En tout cas, on n'est plus dans la démocratie qu'imaginaient ceux du Conseil national de la résistance qui avaient à l'époque énoncé quelques idées simples. C'est qu'il ne pouvait pas y avoir de monopole en termes de médias et surtout, il ne pouvait pas y avoir de grands groupes qui aient une activité dans l'économie et qui en même temps possèdent des médias. On voit aujourd'hui avec ce qui nous arrive et avec les 53 heures d'Emmanuel Macron dont nous avons tous profité au moment de cette grande propagande, et encore je ne compte pas les 2 heures qu'il nous a offert jeudi, le moins qu'on puisse dire c'est que nous sommes dans un drôle de régime, et j'emploie le terme drôle de régime comme on parlait de drôle de guerre. Jeudi donc, Emmanuel Macron a clos le grand débat. Bon, on peut parler de grande illusion, on peut parler de grand raté, moi je dirais en tout cas une grande entourloupe. C'est de cela dont je voudrais principalement vous parler aujourd'hui. Alors, le soir, on nous dit Emmanuel Macron, il a reconnu quelques erreurs, etc. Bon. Très franchement, quand vous lisez le verbatim, et comme vous remarquerez que son intervention télévisée était écrite, ça veut dire que chaque mot comptait, sur le style et la méthode, il a bien expliqué que oui, il y avait certainement des choses à revoir, mais sur le fond, absolument rien. J'ai tiré une phrase qui explique les transformations en cours, c'est Emmanuel Macron, pas moi. Je pense qu'il y a une transformation en cours. J'appelle ça plutôt une contre-révolution. Les transformations en cours ne doivent pas être arrêtées car elles répondent parfaitement à l'inspiration de concitoyens. Les orientations prises au cours de ces 2 dernières années ont été justes, je souligne le mot juste, à bien des égards. Très franchement, des égards, ça, on les a beaucoup vus vis-à-vis des riches, il n'y a pas de souci. Et quant à la justice, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on repassera. Pourtant, un peu plus loin, il explique que il a appris beaucoup du pays. Vous avez remarqué, Emmanuel Macron, il a été élu il y a 2 ans. Il lui a fallu 2 ans pour comprendre le pays. Bon, il a beaucoup appris au niveau du pays. Et il parle d'injustice sociale ou territoriale. Tiens, on se dit qu'il a compris. Mais il explique en même temps que c'est un sentiment. Bon, alors, il n'a pas osé faire comme Gilles Legendre. Vous pouvez oublier son nom. Gilles Legendre, c'est le président du groupe à l'Assemblée nationale qui, il y a peu de temps, s'était rendu célèbre en disant que les Français, ils avaient certainement été trop intelligent et trop subtil pour être compris par les Français. Alors, Macron n'a quand même pas osé aller jusqu'à là, c'est-à-dire expliquer qu'en gros, sa politique était parfaite et c'était juste nous qui la comprenions pas ou peut-être qui l'interprenions nous mal, mais il n'a pas été si loin que ça parce que il a peu évoqué sa responsabilité. Par contre, il a une des phrases assez curieuses. Il explique à un moment donné que la part des solutions est dans chacun d'entre nous. Donc c'est une façon de dire, en gros, moi je gouverne ce pays depuis 2 ans, mais les responsables en réalité des problèmes, c'est chacun d'entre vous et c'est vous qui finalement devez changer, vous adapter à la politique que par ailleurs vous contestez majoritairement. Bon, vous remarquez quand Emmanuel Macron dit ça, on est quand même un peu loin du très risqué, le seul responsable c'est moi, devenu célébrissime, ainsi que venez me chercher, tout aussi célébrissime, qui fait que les Gilets jaunes l'ont pris au mot. Toute l'interprétation d'Emmanuel Macron, j'ai parlé d'interprétation au sens acteur du terme, jeudi dernier, c'était un peu compliqué, parce que, en gros, c'était de nous dire plus rien ne sera comme auparavant. C'était une phrase qui avait ouvert un peu la communication de sa conférence de presse, mais en même temps, je ne regrette rien, ne change pas de cap. Donc, bon, je sais bien que c'est le en même temps, Macron. Mais là, on est un peu sur le comble du en même temps. Parce que si vous dites en même temps que vous ne regrettez rien de ce que vous avez fait, mais que vous allez changer ce que vous allez faire à l'avenir, vous voyez bien qu'il y a quelque part une contradiction qui fait que vous prenez les pieds dans le plat. Les pieds, oui, on peut dire ça. Et je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, comment on habille ça? Comment on habille cette contradiction? Avec des fake news, des mensonges, des illusions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a eu une sacrée série jeudi dernier. La première, vous remarquerez, alors vous ne suivez peut-être pas, très franchement, c'est assez normal, parce que le rythme des lois à l'Assemblée nationale, je peux vous dire qu'Emmanuel Macron y va, mais il a recyclé déjà une grosse partie, en réalité, des lois qu'il s'apprêtait à faire voter avant le 17 novembre, début du mouvement des Gilets jaunes, en essayant de nous faire croire que c'était des nouveautés. Bon, le principal point, c'est sur la question de la démocratie. Parce que pratiquement tout ce qu'il a annoncé, c'était le contenu de la réforme institutionnelle
qu'il avait voulu faire adopter à l'Assemblée nationale en juillet dernier, jusqu'à ce que Benalla arrive avec le blocage que cela a suscité, fort heureusement. Il nous fait la même chose. Alors, un petit point, parce qu'évidemment, ça nous concerne tous, mais sur la question du nombre de parlementaires. Parce qu'il nous dit on va mettre un peu de proportionnel, comme ça, ça va assurer une plus grande représentativité. Mais, en même temps, on va supprimer le nombre de députés. Alors moi, j'ai fait un petit calcul, parce que si vous supprimez 30% de députés, vous arrivez en gros à une chambre à 410, à une Assemblée nationale à 410 députés. Si vous dites que vous faites 25% de proportionnel, vous avez donc une centaine de députés élus à la proportionnelle. En gros, ça va être un peu, bon, voilà, ce qu'on propose au parti du pauvre, quoi. De façon, c'est un peu le jardin d'enfants, quoi. On vous donne ça pour que vous ayez une représentativité. Je dis c'est un peu le jardin d'enfants parce que j'attends de voir comment on va avoir une Assemblée nationale qui va avoir deux sortes de députés. Ceux qui auront un ancrage territorial et puis ceux qui seront élus à la proportionnelle. Déjà, c'est un peu étonnant comme marque de la souveraineté populaire. Nous, on est pour la proportionnelle totale. Mais là, tel qu'il le propose, c'est un peu étonnant. Mais surtout, en termes de chiffres, je me suis amusé à voir. Bon, si vous estimez qu'à un moment donné, vous n'avez plus que 300 députés que vous faites élire au niveau des circonscriptions et que vous tenez le ministère de l'Intérieur, je peux vous assurer que le redécoupage électoral, ça va être bonbon. Et moi, à mon avis, c'est que les partis majoritaires, le parti majoritaire, celui qui se préparera pour renouveler la prochaine Assemblée, les 300 députés, vous allez voir qu'il va se débrouiller pour en avoir les 2/3. Et c'est pas très compliqué quand on connaît à un moment donné la carte électorale de pratiquer ainsi. Et puis il y aura les 100 députés qui seront soumis à la proportionnelle. Moi j'ai fait le calcul, par exemple 11% pour France Insoumise, on aurait eu 11 députés. Et à mon avis, au final, on n'en aura pas beaucoup plus, j'espère que ça ne sera pas le cas, je pense qu'on sera majoritaire, mais on n'en aura pas beaucoup plus dans le système proposé par Macron. On voit donc bien que derrière cette entourloupe d'une petite part de proportionnel, mais additionnée à moins de députés, c'est en réalité, une fois de plus, non seulement la représentation nationale, sa diversité, mais c'est également le fait que l'Assemblée, le Parlement, pèse toujours moins fort par rapport à la présidence de la République et à l'exécutif dans le pur style de la Ve République. Voilà ce qu'il nous prépare. Et si on devait s'en convaincre, ça passe un peu sous les radars de l'actualité, mais il nous prépare tout un tas de règlements à l'Assemblée nationale qui fait qu'il y aura beaucoup moins de droits d'amendement, que l'opposition aura beaucoup moins de droits de débat, etc., etc. Autrement dit, on sera de plus en plus une chambre d'enregistrement des décisions du président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron. Donc, je passe sur les autres détails de RIP et de RIP local. Bon, très franchement, par rapport aux revendications des Gilets jaunes sur les référendums, là, ça reste les élus qui décideront si oui ou non, parce que c'est ça le RIP, si oui ou non on soumet la possibilité d'une pétition au niveau de la population, donc on n'est pas sur le même principe. Et puis surtout, j'ai remarqué une chose, dans cette énumération sur la démocratie, je ne sais pas si vous avez vu, mais du mouvement des Gilets jaunes, je sais que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a une contestation des élus de manière globale, etc. Je le sais, enfin pas tous, mais il y a ça. Mais n'empêche quand même, moi, je n'ai pas entendu dans ce mouvement monter quelque chose qui serait député d'émission. Je n'ai pas non plus entendu comme premier mot d'ordre maire d'émission. Je ne sais pas, Marc, je ne sais pas si tu as entendu ça, mais je n'ai pas entendu monter ça. Par contre, il y a une personne qu'on a entendu beaucoup d'émissions. C'est Emmanuel Macron d'émission. Et ça, vous remarquerez une chose, c'est que dans l'énumération qu'il a fait l'autre jour par rapport à la question de la démocratie, il n'a pas dit un mot sur le rôle omniprésent, omnipotent du président de la République dans la Ve République qu'il a poussé à l'extrême. Il n'a pas dit un mot du fait qu'il transforme la nation française en une start-up nation en faisant appel à ses copains comme Benalla, etc. Donc en réalité, il n'a pas dit un mot sur des gangrènes de la démocratie en France, c'est-à-dire cette Ve République face à laquelle nous proposons une Sixième République par la Constituante. Sur la question sociale, là encore, on est dans les falsifications. Bon, ça a commencé avec l'aide d'LCI l'autre jour. Je sais pas si vous avez vu le débat, la grande confrontation. LCI, c'est génial. Ils ont présenté un diagramme qui nous mettait bon dernier, la France, sur le travail. Voilà, le temps de travail des Français, on était bon dernier. Ça tombe bien parce que c'est exactement ce que Macron veut nous dire. Bon, on s'est aperçu que c'était du bidon parce qu'en fait, en réalité, ils avaient divisé ça par le nombre de la population et non pas le nombre de gens qui travaillent. Quand on regarde le nombre de gens qui travaillent, on est loin d'être bon dernier, on a la très bonne moyenne, on est largement mieux que les Allemands, on est au même niveau que le Royaume-Uni. Bon, donc voilà, ça renvoie à quelque chose. Au niveau du nombre d'heures travaillées par semaine, on est là aussi dans la moyenne européenne. En gros, on est avec 36,3 heures, donc plus de 35 heures. Et par contre, effectivement,
on observe que quand on divise par le nombre d'habitants, eh bien, cela donne, on est beaucoup moins bien placé. Alors ça veut dire une chose, c'est qu'en réalité, le problème de ce pays, nous le savons, c'est pas que les gens qui travaillent trop, ou travaillent pas assez, pardon, c'est le fait qu'il y a trop de gens qui n'ont pas accès au travail. Et c'est le fait que parmi les trop de gens qui n'ont pas accès au travail, eh bien, c'est ça le déficit qui nous est posé. Et je crois que c'est aussi une des réponses à lui donner. Et ça, la réponse, en réalité, nous la connaissons. C'est que le moment n'est pas venu de faire travailler plus ceux qui travaillent. Le moment est venu de mieux rémunérer leur travail et de partager le temps de travail, comme ça a été de manière séculaire l'évolution dans toute société de progrès à un moment donné que veut stopper Emmanuel Macron. Alors vous me direz, bon, il est quand même sympa, Macron. Il a dit on ne touchera pas aux 35 heures. Enfin, là aussi, c'est un mensonge total, quoi. Ils ont déjà touché aux 35 heures. Ils ont déjà cassé les 35 heures. Parce que quand vous affaiblissez le cadre de la durée hebdomadaire de travail en la renvoyant aux accords d'entreprise, comme l'a fait la réforme Pénicaud, mais qu'en plus de ça, vous défiscalisez les heures supplémentaires et vous faites en sorte qu'il y ait une exonération des cotisations, vous comprenez bien que pour un chef d'entreprise, c'est plus intéressant de recourir aux heures supplémentaires que de recourir à un nouvel emploi. Donc en fait, les 35 heures, il peut toujours nous dire qu'il les préserve. En réalité, ils les ont déjà cassés. D'ailleurs, la moyenne, qui est de plus de 36 heures, et quand on regarde des gens à temps plein, c'est 39 et un peu plus de 39 heures, montre malheureusement que c'est le cas dans ce pays. Autre chose, là encore, c'est la retraite à 62 ans. Alors il nous dit là non plus, ne vous inquiétez pas, on ne touchera pas à la retraite à 62 ans, mais en même temps, eh bien, on augmentera le nombre d'années de cotisation, et puis on va faire une décote telle que les gens ne pourront plus partir à 62 ans. Alors vous me direz, c'est déjà la réalité, hein, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a déjà eu plusieurs réformes. Donc d'ailleurs, vous remarquerez une chose, hein, c'est que ces réformes, chaque fois, on nous annonce que c'est la dernière. On nous dit, ah mais vous inquiétez pas, celle-là, on va la faire, mais alors, il y en a pour 30 ans. Et puis alors 5 ans après, on nous dit, bah non, il faut en refaire une autre. Donc là aussi, je crois que nous sommes dans un monde de mensonges, et en plus un monde stupide. Parce qu'avec leur système de prolongation de la cotisation, avec leur système de décote, plus leur système de retraite à points, qui consistera à faire en sorte que vous ne serez sûr de la pension de retraite que vous toucherez que le jour où vous partirez. Donc, moi, qu'on puisse dire, c'est que là, on rentre dans une instabilité, une telle précarité que, bien évidemment, les gens vont avoir recours à des retraites complémentaires par capitalisation. Bien. Eh bien, quand vous mettez tout ça en place, et que dans le même temps, vous apercevez que l'emploi des seniors est absolument dramatique dans ce pays, on voit bien que non seulement c'est injuste, mais absolument inefficace. Bien, je vais essayer de vous reparler d'un autre point sur la question sociale auquel je tiens, pour bien montrer à quel point Emmanuel Macron se fiche de nous et pas seulement. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent « Ah, mais notre politique marche parce qu'on a créé 500 000 emplois. » Vous ne l'avez pas entendu en 2 ans, 500 000 emplois. Quand vous faites le décompte, vous apercevez qu'en 2017, on a créé effectivement 340 000 emplois. Sauf qu'Emmanuel Macron, il est devenu président de la République en juillet. Enfin, il a commencé réellement à gouverner en juin-juillet. Donc déjà, il y a au moins la moitié qui ne lui appartient pas. Bon, je vous passe les détails sur le fait qu'en plus, 2017 était une année d'embellie au niveau international qui explique ça. Mais quand on regarde l'année 2018, où là, sa politique a sévi à plein, là, on s'aperçoit qu'il n'y a eu que 160 000 créations d'emplois. Et seulement 106 000 créations d'emplois dans le privé. Donc déjà, gros mensonge, gros fake news quand ils nous disent 500 000 emplois. Mais quand ils nous disent 500 000 emplois, quand on écoute rapidement la télé, on se dit « Ah bon, c'est bien, le pays a eu 500 000 emplois de plus ». Sauf qu'en réalité, c'est pas vrai, parce que dans le même temps, on a continué à supprimer des emplois. Et que la réalité, en 2018, c'est qu'on a seulement fait en sorte qu'il y ait 24 000 chômeurs en moins. Donc le solde entre les emplois créés et les emplois supprimés, c'est 24 000. Et où sont partis ces emplois créés? Eh bien, on observe qu'à 80%, c'est des CDD maintenant. Autrement dit, on est en train, en réalité, de faire un vrai grand remplacement pour le coup. On est en train de remplacer les CDI, c'est-à-dire le fait d'avoir une stabilité dans l'emploi, le fait de ne pas être sans arrêt soumis à l'exploitation avec le menace de chômage, en une société du CDD et de la précarité permanente, et même une société du recours au travail à la tâche. Parce que dans le même temps, ça a été une des premières mesures de Macron, ils ont doublé le plafond des auto-entrepreneurs, qui fait que, moi je sais pas, moi c'est le cas de mon fils, quand vous voulez commencer à travailler aujourd'hui, on vous dit de devenir auto-entrepreneur avec tous les dégâts que ça connaît, puisque, comme vous le savez, vous ne cotisez pas, etc. Donc, voilà là aussi encore
la vérité sur sa politique économique, c'est en réalité un retour au XIXe siècle et au travail à la tâche. Les fonctionnaires. Là aussi, ça a beaucoup été commenté, je peux vous remarquer, Macron ne supprimerait peut-être pas 120 000 fonctionnaires. Bien. Mais là encore, allons un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en réalité, il devait y avoir 50 000 fonctionnaires supprimés dans la fonction publique d'État. Le reste, c'était dans les collectivités territoriales. Et ça reste toujours, on fera le bilan dans quelques années, parce que vu les dotations en moins pour les collectivités, on verra si c'est quelque chose qui procède. Mais sur les 50 000, on en a déjà supprimé 6 000. Il en reste 34 000 à supprimer. Et moi, ce que je sais des ministères, de ce qui remonte, c'est que l'idée de ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 qui partent à la retraite, il y en a 1 sur 5 qui va être passé à la retraite sur le quinquennat, eh bien, ça continue à avoir cours. Alors, je ne sais pas, effectivement, si on atteindra ce chiffre absolument désastreux et faramineux de 120 000, mais la politique de Macron, c'est toujours d'affaiblir la fonction publique d'État, et par 2 niveaux. Par la suppression du nombre de fonctionnaires, mais par aussi l'augmentation du recours du contractuel chez les fonctionnaires, qui fait qu'on peut dire aussi que chez les fonctionnaires, comme dans les salariés du privé, eh bien, il y a un développement de la précarité qui, évidemment, nuit au bon service de l'État. Combien de temps il me reste? Ça va. Continuons sur ces annonces où le diable aussi se cache dans les détails. Les classes. Il nous dit 24 élèves, après le dédoublement, 24 élèves, fin CP jusqu'en CE1. On se dit, bon, c'est bien, il a enfin compris qu'il y a peut-être un rapport entre la qualité de l'éducation et le nombre d'enfants devant un enseignant. Mais là aussi, on s'interroge. Alors d'accord, d'abord, on observe une chose, ça a été relevé, c'est qu'il parle d'école. D'accord? Ah, il dit, on ne fermera pas les écoles dans les d'hôpitaux. Il ne parle jamais de classe. Vous avez remarqué, c'est peut-être une petite différence, mais on sait les uns et les autres que dans les hôpitaux, on peut supprimer des services qui font que vous êtes effectivement dans un hôpital et non pas dans un dispensaire, et c'est ce qui se passe. Et dans les écoles, on peut supprimer des classes, qui fait que vous avez toujours une école, mais au niveau du service, de la qualité, etc., on en est loin. Mais revenons sur ces 24 élèves. Là, il y a 2 solutions. La première solution, c'est qu'ils embauchent 10 000 enseignants. Bon, mais il faut vite le faire. Il faut vite les former. Et puis, il y a une deuxième solution, et c'est un peu ce qui se passe avec la question du doublement des classes, que Blanquer nous vend, c'est qu'en réalité, à partir du CM1, vous soyez devant des cours magistraux, quoi. C'est-à-dire qu'on prenne les enseignants dans les niveaux qui sont au-dessus du CE1 pour les mettre et permettre qu'il y ait des diminutions de classe dans le CE1 aussi. Donc là aussi, méfiance par rapport à ces annonces et à ce qui a été fait. Bon, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le pouvoir d'achat, juste pour vous dire une chose. Tout à l'heure, j'ai été bloqué, fort heureusement, par une manif de gilets jaunes. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a encore beaucoup de gilets jaunes à Toulon, parce qu'on nous dit que les gilets jaunes, c'est fini. Bah, c'est le moins qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas le cas, même si j'ai failli être en retard, mais je ne l'ai pas été, donc tout va bien. Mais, voilà. Mais, vous savez, on nous dit, les gilets jaunes, qu'est-ce que ça coûte à l'économie? Alors, on a les commerçants qui viennent, qui disent, oui, on m'a cassé ma vitrine, etc., etc. Bon, vous connaissez tout le laïus. Bon. Emmanuel Macron, quand même, pas de la manière dont nous aurions voulu, pas comme nous l'aurions voulu. Mais il a quand même été obligé, à un moment donné, de mettre un peu d'argent dans le pouvoir d'achat, fin 2018, à travers la prime d'activité et la prime exceptionnelle. S'il n'y avait pas eu le mouvement des Gilets jaunes, ça n'aurait pas été fait. Et de même, vous pouvez être sûr que s'il n'y avait pas le mouvement des Gilets jaunes, il ne reviendrait pas sur la question de la désindexation des retraites. Cet argent qui a été distribué à hauteur de 10 milliards, encore une fois, pas de la manière dont il faut le faire. Nous, on est contre l'idée de primes exceptionnelles défiscalisées. Bon, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Mais n'empêche, ces 10 milliards, figurez-vous, fait que ça a dopé la consommation populaire et qu'au premier trimestre 2019, la France est le pays d'Europe qui s'en sort le mieux en termes d'activité économique. Autrement dit, on peut remercier les Gilets jaunes parce que grâce aux Gilets jaunes, le bilan de Macron, il a eu une petite parenthèse par rapport à la politique qui était celle qu'il voulait. Mais sur le fond, et ça va être tout le problème d'Emmanuel Macron. Il a bien compris qu'il fallait un peu desserrer la question du pouvoir d'achat. Donc, il va avoir recours à des baisses d'impôts, on dit à hauteur de 5 milliards, on ne sait pas très bien où il va aller les chercher. Il va avoir recours, encore une fois, il va pratiquer ça. Il ne touche pas à la question centrale de ce pays depuis 30 ans et qui est devenue une question encore plus forte depuis 2 ans, c'est-à-dire le rapport entre le capital et le travail. C'est-à-dire qu'en aucune manière, il va faire en sorte, et d'ailleurs il n'a même pas eu un mot,
Il n'a même pas prononcé le mot salaire. Il n'a même pas prononcé le mot point d'indice des fonctionnaires qui est gelé depuis des années. Il n'est pas question pour lui de remettre de l'argent dans le travail pris sur le capital et le capital non investi. Les 2 ans de Macron, sur les 11 milliards de moins de cotisations, de poids fiscal, ça a été plus de la moitié donné aux plus riches. ISF, flat tax, une grosse partie du CICE, une grosse partie des niches fiscales. Et on sait que ça, c'est un effet qui dure depuis des années, qui fait que les 500 familles les plus riches de France ont vu leur poids dans le PIB multiplié par 7 depuis 30 ans, alors que la moyenne nationale a fait que ça a stagné. Que l'an dernier, grâce à cette fameuse politique qui fait dire à le ministre des Finances, pas Marc, qui fait dire à le maire qu'il met de l'argent dans le capital en pensant que ça va être les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Vous savez, c'est le Schmitt en 74, hein, c'est la même chose, c'est vachement moderne. Ça s'est planté partout, les profits ont explosé, l'emploi est en berne, les investissements aussi, mais qu'importe, eux, ils continuent. Cette politique, ça a eu un effet en France. D'abord, ça a eu un effet sur la diminution du nombre d'emplois, ce que je vous ai montré tout à l'heure, contrairement à leur baliverne. Mais ça a eu un autre effet, c'est que 1% des Français les plus riches ont vu leur pouvoir d'achat augmenter de 6%. Les plus pauvres, les 9%, ont vu leur pouvoir d'achat décroître. Et nous tous, ça a stagné. Autrement dit, cet argent mis pour rien dans le capital non investi, dans la finance, eh bien, cet argent ne sert en rien à l'économie et par contre, elle produit des inégalités qui explosent. Bien. Vous comprendrez donc que j'estime que, plus que jamais, ce président reste le président des riches, mais plus exactement, le président du capital et de ce capital qui, finalement, fleure bon l'ancien régime, qui préfère la charité. La charité, c'est de choisir où vous mettez votre argent. Je mets sur Notre-Dame. À la solidarité. La solidarité, c'est on met tous dans un paquet commun et on décide où va cet argent. Ce président de la République qui, en matière écologie, a été aussi irresponsable. Là, j'irai vite. Je crois que Manu a prévu d'en reparler. Mais franchement, quoi. Quand on a la plupart des spécialistes du GIEC qui expliquent qu'on n'a plus que 12 ans pour essayer d'inverser le problème, et que Emmanuel Macron fait comme Clémenceau. Vous savez, Clémenceau, il disait, quand il y a un problème, quand vous voulez enterrer un problème, vous créez une commission. Et donc, voilà, Emmanuel Macron a créé donc une convention, il y a des gens tirés au sort, qui vont décider de quelles mesures prendre. Nous, on sait, hein, c'est la planification écologique, c'est mettre 50 milliards dans la transition écologique, etc. Et qui vont, soi-disant, faire des propositions. Enfin, en quoi ces comités Théodule, en quoi le Conseil de défense écologique, alors qu'il y a déjà un haut conseil au climat, en quoi ça va apporter quoi que ce soit par rapport à la situation que nous connaissons? Il y a une irresponsabilité totale, tout comme sont irresponsables ceux qui n'arrêtent pas de nous lanterner avec l'histoire de la dette souveraine, nous disant le problème c'est les 3%, alors que nous on sait que le problème c'est les 3 degrés, et que la dette souveraine n'est rien par rapport à la dette écologique qui est la seule qui vaille et que nous ne devrions pas léguer aux générations à venir. Je vais arriver à la conclusion. Déjà aussi une première chose, et là aussi j'en veux beaucoup à Emmanuel Macron, et vous me direz c'est un peu normal, puisque finalement il en vient maintenant à lorgner surtout l'électorat de droite. C'est d'avoir utilisé la laïcité. La laïcité qu'il a mis à mal il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas, monsieur le chanoine de Latran, hein, lui qui tenait en confondant la question de la laïcité avec la question de la persécution d'une seule religion. Pareil avec l'immigration, où il a fallu là aussi qu'il fasse comme si c'était le grand problème que nous connaissons aujourd'hui, alors que, bien sûr, il faudra gérer, questionner les causes qui font que des gens sont obligés de partir de chez eux, risquent leur vie sur la Méditerranée, mais que si vous regardez toutes les statistiques, tous les flux migratoires depuis 2-3 ans, c'est une situation qui n'est pas le problème central dans ce pays. Il est le problème central parce que l'État se désinvestit de telle manière que dans beaucoup d'endroits, on a des migrants qui sont sur les trottoirs, il n'y a plus aucun centre d'accueil digne de ce nom et c'est les bénévoles, les associations qui doivent gérer la question de l'État. Je vais terminer cette fois-ci sur une chose. Notre bulletin de vote, on l'a dit, c'est celui du référendum anti-Macron. C'est une des raisons. Manu, Manon vont parler des autres raisons, mais celui-là en est un. On sait maintenant quelle est sa politique. Il faut l'arrêter. Alors vous me direz, d'accord, mais il n'y a pas que nous qui voulons arrêter sa politique. Oui, mais sauf que il n'y a que nous qui sommes une vraie alternative. Parce que si je prends les deux forces qui ont envie, qui souhaitent, qui rêvent structurer la vie politique française dans les années à venir, Madame Le Pen, Monsieur Macron, qui sont tous les deux en fait des diables de confort pour essayer
quelque part, d'organiser le système entre les extrêmes libéraux et l'extrême droite. Ben moi, je remarque une chose, c'est qu'ils ont beaucoup de points de rapport, beaucoup de points de comparaison. Tous deux sont pour la Ve République, nous sommes la seule force, en tout cas, la seule force qui est à même de pouvoir jouer un rôle dans les politiques et dans le fait de gouverner le pays dans les années à venir, qui sommes pour la 6e et la constituante. Ils sont pour le productivisme et le consumérisme. Nous sommes pour une bifurcation écologique de la société. Ils ne sont pas pour la sortie des traités européens. Même Mme Le Pen ne parle plus de cette question. Nous pensons qu'il ne peut pas y avoir de reconstruction européenne sans sortir des traités. Ils sont tous les deux, en réalité, des fidèles alliés de la finance. Nous pensons qu'il faut effectivement dire que c'est un adversaire et qu'il faut définanciariser la société. Et nous ne sommes pas d'accord quand Mme Le Pen explique que finalement gagner 23 millions d'euros, ce n'est pas un problème. Et qu'il suffirait juste d'enlever, de faire en sorte que ça ne puisse pas être dégrévé des impôts de la société. Ben, nous, on n'est pas d'accord. On pense que oui, il y a un problème quand quelqu'un gagne 256 fois le SMIC. Et c'est tout le rapport entre une force qui se bat pour l'égalité et une force comme le Front National qui, quel que soit le domaine, en réalité vante la question des inégalités. Nous sommes contre les lobbies, nous sommes aussi pour augmenter les salaires réellement, le SMIC réellement, et non pas comme les deux, pour faire en sorte qu'on augmente les salaires en faisant en sorte de transférer les cotisations sociales sur le salaire net. Chacun sait qu'il nous manquera ensuite les prestations que coûtent ces revenus. Et puis, sur la politique des migrants, je vous ai dit que je trouvais qu'il y avait peu de différence. Comme il y a peu de différence aussi, finalement, dans le régime autoritaire qui est en train d'installer Emmanuel Macron. Ça fait maintenant des années, des mois, pardon, qu'un mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, est celui qui a été le plus réprimé socialement de la Ve République. Et ça, on sait que les jeunes des quartiers, on sait que les migrants, on sait que beaucoup de syndicalistes aussi le connaissent depuis des années. Il est en train de passer un cran en termes de loi liberticide, en termes de nombre de blessés dans les manifestations, en termes d'arrestation, qui est absolument insupportable. Et là aussi, j'aimerais qu'on m'explique à un moment donné quelle sera la différence avec le Front National, tant on est en train d'atteindre limite après limite. Au fond, au final, je trouve que notre liste est la seule qui pratique l'art d'être français. L'art des Français tel que nous le concevons, républicain né d'une révolution. Et le seul art des Français qui vaille, c'est celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et là aussi, on se dissocie des autres. Merci pour votre accueil et cette chaleur aujourd'hui à Toulon. À mon tour, avant de commencer, je voudrais adresser un chaleureux message de remerciement à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés pour rendre cette réunion publique possible. Vous savez, à chaque fois qu'on organise une initiative de ce type, il y a celles et ceux que vous voyez qui sont sur la scène, et puis il y a toutes celles et ceux que vous ne voyez pas, mais sans qui une réunion publique comme celle d'aujourd'hui n'aurait pas pu être possible. Et donc, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour l'organisation de cette réunion publique. En même temps que notre réunion publique aujourd'hui se tient, vous le savez, l'acte 24 de la mobilisation des Gilets jaunes. Et depuis cette salle, je voudrais qu'on ait ensemble une pensée pour celles et ceux qui, depuis 6 mois dans ce pays, se sont mobilisés et ont mis au cœur de l'agenda politique. Merci pour eux. Celles et ceux qui ont mis au cœur de l'agenda politique les revendications pour la justice sociale, pour la justice fiscale, pour les services publics, pour la démocratie. Celles et ceux qui, depuis 6 mois, n'ont eu pour seule réponse que l'arrogance et la surdité du pouvoir. Celles et ceux qui, depuis 6 mois, ont eu pour seule réponse que la caricature et l'insulte permanente. Celles et ceux qui, depuis 6 mois, n'ont eu pour seule réponse que la répression policière, judiciaire. Et je voudrais aussi qu'on ait une pensée pour ces 3000 personnes qui ont été blessées dans cette mobilisation des Gilets jaunes, pour ces personnes qui ont perdu une main, pour ces personnes qui ont perdu un œil,
pour le simple tort d'avoir voulu manifester pour avoir le droit à des vies qui sont des vies moins difficiles dans notre pays, 5e puissance économique du monde. Je voudrais qu'on pense à eux, qu'on les remercie, qu'on les félicite, parce que c'est grâce à eux aussi. Parce que c'est grâce à eux aussi que le président de la République a été contraint de retarder un certain nombre de ses mauvais projets. 6 mois de mobilisation, 24 samedis d'occupation de ronds-points, de manifestations dans les rues, pour finalement avoir droit à cette conférence de presse à laquelle on a assisté jeudi. Un grand flot de paroles et honnêtement un grand flou de propositions. Un grand débat qui peut-être est terminé, mais un grand blabla qui, lui, manifestement, se poursuit. Le président de la République a convoqué les apparences du général de Gaulle, mais moi, j'ai pas vu de général et j'ai vu beaucoup de généralités. Et à la fin, on se dit que finalement, si 5 ans, c'est peut-être un peu court pour construire une cathédrale, ça va manifestement être très long si on doit les supporter à écouter les discours du président de la République. Une conférence de presse sur laquelle Éric Coquerel a donné quelques informations, mais finalement qu'on peut résumer en une phrase. Dorénavant, tout sera comme auparavant. Un président de la République qui nous dit donc qu'il va continuer sa politique. Et donc il faut entendre le message de cette conférence de presse, qui n'était pas une conférence de presse, mais qui était un appel à la mobilisation dans la rue dès aujourd'hui, dès mercredi 1er mai et tout au long du mois de mai, qui doit voir l'amplification de la mobilisation. Mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, une mobilisation dans les urnes, puisque plus que jamais, dans ce contexte national, les élections européennes le 26 mai prochain seront l'occasion et l'opportunité unique d'envoyer un message clair de rejet et de sanction de la politique gouvernementale mise en place dans notre pays depuis 2 ans. Et vous avez l'opportunité le 26 mai prochain, en utilisant votre bulletin de vote, d'envoyer un message clair qui, lui, ne sera pas oublié, qui, lui, ne sera pas réprimé. Un message clair qui dit maintenant, ça suffit cette politique, ça suffit les cadeaux aux plus riches, ça suffit la galère pour les gens du quotidien, ça suffit l'arrogance du pouvoir. Alors, si par votre abstention, parce que l'élection européenne est une élection où généralement on se dit bon finalement à quoi bon aller voter, si par votre abstention vous offrez l'opportunité à Emmanuel Macron d'avoir l'illusion d'une victoire électorale, alors vous lui offrez l'opportunité de pouvoir continuer sa politique. Alors ne laissez pas passer votre tour. Le 26 mai prochain, mobilisez-vous, venez dans les urnes et mettez-lui la raclée électorale qu'il mérite. Le président de la République nous a beaucoup menti, Éric Coquerel en a parlé, mais il a surtout fait preuve d'irresponsabilité sur une question qui est aujourd'hui une question centrale et sur laquelle je veux m'attarder un petit peu, qui est la question de l'urgence climatique. Vous avez entendu le message de ces jeunes, de ces lycéens, de ces collégiens qui se sont engagés dans cette grève scolaire pour le climat et qui ont dit maintenant, nous, on n'ira plus à l'école, mais à la place, on ira se réunir devant les institutions et on ira interpeller les élus et on va leur demander pourquoi ils n'ont rien fait pour inverser le cours de la catastrophe climatique. Pourquoi eux, cette génération qui est aujourd'hui au collège et au lycée, ne pourra pas vivre demain dans un écosystème qui rend la vie humaine possible parce que les générations précédentes n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient au moment où ils auraient pu le faire. Entendez le message de cette jeunesse, entendez, voyez les slogans qui sont sur leurs pancartes. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent non, l'écologie, ce n'est pas seulement l'écologie des petits pas ou des comportements individuels. Oui, bien sûr, c'est bien d'arrêter le robinet quand on se brosse les dents. Mais la question qui est posée aujourd'hui, c'est la question d'un changement de tout notre système de production et de consommation. Leur pancarte, c'est changer le système, pas le climat. Si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Et ils nous disent il y a urgence à agir maintenant. Et le président de la République nous dit quoi ? Il nous dit, j'ai entendu ce message,
Et donc, je vais nommer une commission qui, demain, fera peut-être une proposition qui ira à l'Assemblée, qui sera ensuite peut-être votée pour que, peut-être en 2025, on ait commencé à agir sur la question de l'urgence climatique. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas raisonnable. Cette mobilisation des jeunes pour le climat, elle rentre en résonance avec tous les travaux qui sont les travaux des scientifiques du groupement international des experts sur le climat. Le rapport du GIEC sur le sujet nous dit qu'au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, nous aurons atteint les 1,5 degrés de réchauffement climatique en 2040 et nous aurons atteint les 2 degrés de réchauffement climatique en 2075. 2 degrés de réchauffement climatique, c'est la hausse de la température au-delà de laquelle ces mêmes scientifiques nous disent on n'est plus capable de prédire les évolutions du climat. 2 degrés de réchauffement climatique, c'est un quart des 80 000 espèces de plantes, d'insectes et de vertébrés qui disparaissent. 1,5 degré de réchauffement climatique, c'est 1/8 de ces mêmes espèces qui disparaissent. C'est 200 millions dans le monde de décès prématurés en raison des vagues de chaleur, de la malnutrition ou des maladies. Il y a urgence à agir. Nous nous sommes engagés dans les accords de Paris avec un objectif, limiter la hausse de la température à 1,5 degré de réchauffement climatique. Le GIEC nous dit, si vous voulez tenir ces objectifs, vous devez faire en sorte que le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre soit atteint en 2020. Pas en 2040, pas en 2060, en 2020, l'année prochaine. Donc il faut agir, pas parler, agir, prendre des décisions, fixer des objectifs, engager des plans d'investissement qui sont nécessaires pour amorcer la transition écologique aujourd'hui indispensable. Le président de la République nous a consacré un beau chapitre sur ce sujet, mais a reporté à on ne sait pas quand les décisions. On en est même arrivé avec son tirage au sort à se demander si finalement il n'était pas tellement incapable de répondre à l'urgence climatique qu'il avait choisi de tirer au sort les survivants. On se dit peut-être qu'au moins sur ce tirage au sort-là, les gens ne refuseront pas de participer. Non, il faut agir tout de suite, se fixer des objectifs, introduire la règle verte dans la Constitution française et dans les règles qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne pour qu'on ne prenne pas davantage chaque année à la planète que ce qu'elle est capable de reproduire. Organiser la planification énergétique pour qu'on ait atteint l'objectif de 100% d'énergie renouvelable en 2050, et c'est possible, parce que les scientifiques l'ont montré, par exemple, autour du scénario Négawatt. Le scénario Négawatt nous dit si vous montez et si vous investissez dans le développement des énergies renouvelables, si vous avez des politiques de sobriété énergétique, si vous faites le plan de rénovation thermique des bâtiments pour avoir des politiques d'efficacité énergétique, alors c'est possible de faire 100% d'énergie renouvelable en 2050. C'est un objectif que nous fixons pour la France, mais que nous fixerons aussi demain pour l'Europe et sur lequel nous nous engagerons au Parlement européen. Organiser la planification écologique, c'est aussi organiser la transition écologique de notre agriculture. Il faut tourner la page de cette agriculture productiviste qui détruit notre environnement, qui met en danger notre santé, qui ne permet pas aux agricultrices et aux agriculteurs de notre pays de vivre dignement. Il faut tourner la page de cette agriculture en sortant des pesticides et en inscrivant enfin dans la loi l'interdiction du glyphosate, comme s'y était engagé le président de la République. Il faut tourner la page de ces élevages intensifs, de ces fermes des 1000 vaches, de ces fermes des 200 000 poules, de ces fermes dans lesquelles on construit un élevage qui est un élevage industriel qui détruit notre environnement et qui fait souffrir les animaux et qui conduit à banaliser cette souffrance à l'égard des animaux, alors que tout le monde sait que si on accepte la souffrance à l'égard des animaux, alors on accepte aussi à terme, puisqu'on se fait à l'idée, la souffrance à l'égard des êtres humains. Il faut organiser la transition de notre modèle agricole pour un modèle agricole biologique, local, qui favorise les circuits courts, qui s'appuie sur la relocalisation de notre activité économique. Un modèle plus respectueux, un modèle qui inscrit aussi, parce qu'il faudra le faire, comme un objectif la réduction des protéines carnées. Voilà des engagements sur lesquels nous agirons aussi demain au Parlement européen. Nous voulons... Merci.
J'ai vu qu'il y avait quelqu'un, les protéines carnées, les méga. S'engager sur la voie de la transition écologique, c'est donc introduire la règle verte pour faire en sorte que cette question soit une question aujourd'hui centrale, prise en compte dans l'ensemble de nos politiques économiques, dans l'ensemble de nos projets d'investissement. C'est organiser la transition énergétique pour tourner la page des énergies carbonées, mais aussi pour tourner la page du nucléaire. Et je veux vous dire aujourd'hui, parce que hier, c'était l'anniversaire, les 33 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Et je voudrais vous dire qu'on a aujourd'hui les moyens de se passer de cette énergie qui a sans doute été utile pour notre pays à un moment, mais qui fait courir un risque trop important sur notre planète pour que nous puissions continuer à vivre comme ça en sursis. 33 ans de la catastrophe de Tchernobyl, c'est sans doute le bon moment pour amorcer aussi la transition vers le zéro nucléaire. Faisons-le, engageons-nous sur le sujet. Enfin, et je sais que ce sujet, vous y serez sensible ici à Toulon, amorcer la transition écologique, c'est aussi s'engager dans l'économie de la mer, s'engager dans le respect de notre mer, de nos océans. C'est lancer un grand plan pour la dépollution des océans et notamment la lutte contre ce continent du plastique. C'est s'engager dans le développement des énergies marines renouvelables. C'est protéger notre littoral. Et nous voulons, sous l'impulsion d'Emmanuel Morel présent sur notre liste, demain au Parlement européen proposer une directive pour la protection du littoral. C'est aussi, et je sais que c'est un projet qui localement vous est cher, s'engager pour faire en sorte de monter en France une filière pour la déconstruction navale avec une partie à Fos-sur-Mer pour les navires civils et une partie dans la rade de Toulon pour les navires militaires. Voilà ce que nous pouvons faire. Voilà ce que nous pouvons faire, une vraie filière respectueuse de l'écologie, respectueuse des conditions de vie des travailleurs. Pas une filière comme ils ont fait avec des barges flottantes sur lesquelles on organise le démantèlement des navires, où 80% des gens qui travaillent sur le sujet sont des travailleurs détachés, où il y a des incidents, où la mer est polluée parce que le travail est mal fait. Non, une filière sérieuse, fixe, écologique, respectueuse, avec des travailleurs sous statut, qui font bien leur travail pour qu'on organise enfin la déconstruction de ces navires et qu'on arrête de les envoyer en Turquie, alors que nous avons les compétences ici et les savoir-faire pour le faire. C'est un engagement que nous prenons, c'est un combat de longue date que nous menons et c'est un engagement que nous continuerons à mener demain au Parlement européen. Parce que oui, pour organiser la transition écologique, nous avons besoin d'une industrie. Et je voudrais là aussi m'attarder sur le sujet. Trop souvent, notamment en raison des politiques qui ont été mises en place dans notre pays, on crée des oppositions. L'écologie conduirait à la destruction de notre industrie. L'écologie conduirait nécessairement à impacter la voiture individuelle qui s'appuie sur un outil industriel indispensable. N'est-ce pas accepté si on veut faire la transition écologique demain qu'on vende la branche énergie d'Alstom à General Electric, comme ça a été fait, alors que M. Macron était secrétaire général de l'Élysée. Parce que la branche énergie d'Alstom, c'est celle qui est en charge de toutes les turbines, qui développe nos éoliennes marines. Parce que la branche énergie d'Alstom, c'est elle qui assure l'entretien du porte-avions Charles de Gaulle. Parce que c'est elle qui assure l'entretien de nos centrales nucléaires. Parce que vendre la branche énergie d'Alstom à General Electric, à une entreprise américaine, c'est d'abord un problème écologique, mais c'est aussi un problème de souveraineté. Parce que vous le savez que si nous avons un conflit, un rapport de force avec les États-Unis d'Amérique, alors on leur a donné l'opportunité d'avoir des moyens de pression. Qu'est-ce qu'on fera demain, alors que c'est eux, maintenant, sous leur contrôle, qui organisent l'entretien de nos turbines dans les réacteurs nucléaires? Qu'est-ce que nous ferons s'ils disent, si c'est comme ça, nous on arrête? Oui, l'industrie, elle est nécessaire. Je veux vous parler d'Alstom Transport à Belfort. C'est eux qui fabriquent les locomotives, les tramways dont on va avoir besoin pour faire monter en puissance les transports en commun. C'est eux qui sont en charge de développer ce qu'on appelle le TGV du futur, c'est-à-dire des TGV qui soient davantage rapides, plus efficaces que ce qu'ils sont aujourd'hui. Alstom Transport est menacé de vente aux Allemands à Siemens. On a besoin de le garder sous le contrôle français. Je veux vous parler de l'entreprise Saint-Gobain à Pont-à-Mousson. Ils sont en charge de la construction de toutes les canalisations, de tous les tuyaux de fonte qui organisent tout notre réseau de distribution d'eau potable. Parce que quand on distribue l'eau potable, on ne met pas n'importe quel tuyau.
Parce que l'eau potable, elle doit passer dans des tuyaux qui polluent pas l'eau, parce qu'après, vous le retrouvez dans votre organisme. Saint-Gobain, à Pont-à-Mousson, ils sont les meilleurs. Ils ont des procédés que personne d'autre n'a aujourd'hui dans le monde. Ils ont des brevets. Ils sont capables de faire des tuyaux qui résistent pendant 100 ans. C'est les meilleurs sur le sujet. On est en train de menacer Saint-Gobain, Pont-à-Mousson d'une vente aux Chinois. Alors que tout le monde dit qu'aujourd'hui, notre réseau de distribution d'eau fait que vous avez 30% de fuite dans le réseau national de distribution d'eau, qu'il y aurait des carnets de commandes complets si l'État s'engageait dans un grand plan de remplacement de ces canalisations pour faire en sorte qu'on ne gaspille plus cette ressource et ce bien humain indispensable à la vie qu'est l'eau, l'eau qu'il faut préserver, l'eau qu'il faut sauver. Et pour ça, on a besoin d'une industrie de qualité. Pas une industrie qu'on a vendue aux Chinois, une industrie qui reste sous notre souveraineté nationale. Je veux vous parler de Florange, d'Ascoval, de la sidérurgie, de la métallurgie dont on a besoin si on veut faire la géothermie, parce qu'on a besoin d'acier profond pour le faire, pour faire nos éoliennes marines. Bref, vous voyez qu'on a besoin de cet outil industriel pour faire la transition écologique, qu'on en a besoin d'en garder le contrôle, la souveraineté, qu'on a besoin des emplois qui sont générés aussi, parce qu'à chaque fois, c'est des bassins de vie entiers qui sont détruits. L'écologie que nous défendons, l'écologie que nous allons porter, que nous portons dans cette campagne européenne et que nous porterons demain, c'est une écologie qui s'appuie sur un outil industriel qui garde et qui est sous le contrôle des salariés, sous le contrôle du peuple et sous le contrôle de la souveraineté nationale. Et ça, c'est des engagements qu'on prend demain aussi au Parlement européen. Bien sûr, on s'engager pour la transition écologique, mais défendre aussi notre outil industriel français. Mais il faut avoir l'honnêteté de vous dire que tout ce dont je viens de vous parler, les objectifs qu'on peut se fixer pour la transition écologique, le fait de protéger notre outil industriel, il faut avoir l'honnêteté de vous dire que tout ça n'est pas possible dans le cadre des traités qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. On ne peut pas faire le 100% d'énergie renouvelable et le grand plan de rénovation thermique des bâtiments dont j'ai parlé si on reste enfermé dans cette règle absurde des 3% qui fait qu'un État n'a pas le droit d'avoir plus de 3% de déficit par rapport à son produit intérieur brut. Parce qu'on a besoin d'emprunter de l'argent public et d'investir massivement. Parce que le GIEC nous dit qu'il faut investir chaque année 2000 milliards de dollars sur la planète si on veut respecter les objectifs de l'accord de Paris. Et que pour ça, on a besoin de désobéir à ces règles absurdes. Parce que demain, on pourra vivre avec 3% de déficit, mais on ne pourra pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique. On a besoin de mettre un terme à l'indépendance de la Banque centrale européenne qui nous empêche de faire de la création monétaire ce qui serait nécessaire pour pouvoir investir dans la transition écologique. On a besoin de désobéir à ces règles absurdes qui empêchent en Europe les aides de l'État à des entreprises nationales, qui empêchent de mettre en place des politiques de protectionnisme solidaire qui seraient indispensables pour relocaliser l'activité économique, pour en finir avec cette absurdité totale du libre-échange qui fait qu'aujourd'hui la filière du lin, le lin est produit en Normandie, va jusqu'en Chine pour être transformé et revient dans le magasin à côté de chez vous. On a besoin de protéger notre savoir-faire, de protéger notre industrie. On protégera bien sûr notre souveraineté, mais on protégera aussi notre environnement et notre planète. On a besoin d'en finir avec cette absurdité de la libéralisation de nos services publics, du ferroviaire qui conduit à la destruction de nos petites gares et de nos petites lignes de train. Demain, de nos barrages qui sont aujourd'hui la première source de production d'énergie renouvelable. Les barrages en France sont l'outil qui est utilisé pour faire la régulation de notre production électrique. Une des difficultés, c'est que vous devez toujours garantir le fait que la production et la consommation soient au même niveau. Et qu'est-ce qu'on utilise pour faire ça? On utilise les barrages, parce qu'une centrale nucléaire, vous ne l'arrêtez pas on-off comme ça du jour au lendemain. Alors que le barrage, vous pouvez en permanence, en temps réel, l'adapter pour que la production et la consommation d'énergie soient au même niveau. Mais demain, quand vous aurez privatisé les barrages et quand vous viendrez voir l'opérateur privé et quand vous lui direz bah là, il faut que tu arrêtes ton barrage parce qu'on est en surproduction électrique, vous croyez qu'il va vous dire quoi? Il va vous dire moi, ce barrage, je l'ai acheté et je l'ai acheté pour faire du profit. On est en train de mettre en danger tout notre système de régulation de l'électricité dans notre pays. On a besoin de garder la souveraineté sur nos services publics qui sont nécessaires pour amorcer la transition écologique dont on a besoin. Donc dans cette élection européenne, en votant pour la France insoumise, vous voterez aussi pour l'idée qu'il faut rompre avec ces règles absurdes qui empêchent à l'Union européenne d'agir face aux défis immenses qui sont devant elle. Nous porterons
l'idée de la sortie des traités européens, d'une renégociation d'abord concertée et collective dans le cadre du plan A, d'une possibilité de construire d'autres coopérations si nous nous heurtons à l'intransigeance de nos partenaires sur la scène européenne. Et plus nous aurons de parlementaires européens qui pourront préparer cette sortie, préparer cette renégociation, construire les coopérations internationales avec nos amis de Podemos en Espagne, nos amis du bloc de gauche au Portugal, nos amis des pays scandinaves, bientôt demain nos amis en Grèce, en Italie et dans toute l'Europe, alors vous aurez des points d'appui au Parlement européen pour préparer la sortie des traités européens dont nous avons besoin. Et ça, bien sûr que ce n'est pas demain au Parlement européen le nombre de parlementaires qui déterminera la capacité à renégocier ces traités. C'est vrai, c'est vrai. Pour négocier les traités, il faut l'unanimité des États membres et donc il faut prendre le pouvoir dans un pays. Mais chaque député européen de la France insoumise au Parlement européen sera un allié pour préparer cette sortie, sera une personne infiltrée dans le système pour en extirper les éléments qui nous aideront au moment où nous construirons ce rapport de force. Demain, le 26 mai prochain, au Parlement européen, dans un mois, vous allez élire des députés, des parlementaires. Bien sûr que dans le cadre qu'on a décrit de ces traités européens, ils ne pourront pas tout faire. Ils ne pourront pas tout changer. Ça serait facile de vous dire ça, mais ce serait vous mentir et je crois qu'on a trop menti aux gens sur l'Europe. Il faut dire la vérité. Mais on peut gagner des victoires, on peut gagner des combats au Parlement européen. Nos parlementaires sortant, Younous Omarjee, par exemple, quand il a obtenu l'interdiction de la pêche électrique, il nous a fait la démonstration qu'on peut remporter des victoires et des batailles au Parlement européen si on a la détermination pour le faire. On peut s'opposer à des mauvais projets, à des directives de libéralisation, parce que si le Parlement européen n'a pas le pouvoir de proposer les directives et les règlements, il a pourtant le pouvoir de les valider ou de les rejeter. Et nous, parlementaires de la France insoumise au Parlement européen demain, nous prenons l'engagement de voter contre toutes les directives de libéralisation des services publics, de voter contre tous ces accords de libre-échange demain avec la Nouvelle-Zélande, demain avec les États-Unis d'Amérique. Nous prenons l'engagement de voter pour tous les projets qui iront dans le sens de la défense de nos droits sociaux, de l'harmonisation sociale, de l'harmonisation fiscale, de la défense de l'environnement et de la planète. Nous prenons l'engagement de nous battre contre ce statut absurde du travail détaché qui a, par exemple, augmenté de 300% dans le Var ces 5 dernières années, avec des gens qui aujourd'hui travaillent en France en payant des cotisations sociales dans leur pays d'origine, ce qui crée une concurrence complètement déloyale pour les salariés qui sont aujourd'hui dans notre pays, mais ce qui crée en plus et ce qui empêche en plus les salariés des pays d'origine à se battre, à se mobiliser pour faire augmenter leurs droits sociaux. Nous prenons ces engagements. Et demain au Parlement européen, vous allez choisir qui sont les parlementaires que vous allez envoyer là-bas. Bien sûr, il y a plusieurs listes en présence, mais vous avez intérêt de ne pas vous tromper, parce que le Parlement européen, c'est le règne des lobbies. Bruxelles est la deuxième place forte des lobbyistes dans le monde après Washington. Il y a entre 20 000 et 30 000 lobbyistes au Parlement européen qui ont un budget annuel d'environ 1,5 milliard d'euros chaque année. Chaque année, les lobbyistes dépensent 1,5 milliard d'euros. Ça veut dire que quand vous obtenez une victoire, l'interdiction de la pêche électrique, on commence par vous proposer un petit dîner, un petit cadeau. Puis si vous n'êtes pas trop là-dedans, ensuite on vous appelle au téléphone pour vous dire « mais t'es sûr que tu veux faire ça parce que ça risque de mal se passer après ». Quand on est vraiment déterminé, on embauche une boîte de communication pour regarder dans votre parcours personnel si vous n'avez pas fait des petites bêtises qu'on peut instrumentaliser ou utiliser. Voilà ce qu'ils font. Voilà les pratiques des lobbies au Parlement européen. Alors vous avez intérêt d'envoyer là-bas pour nous représenter des gens qui ont déjà fait la preuve et la démonstration dans leur parcours de vie et dans leur engagement, qui ne se laissaient pas influencer, qui ne se laissaient pas marcher dessus par les lobbies. Et ça tombe bien, parce que des têtes dures comme ça, sur la liste de la France insoumise, vous en avez beaucoup. Vous en avez beaucoup. Parce que quand vous avez Manon Aubry, notre tête de liste, qui lutte dans ce pays depuis plusieurs années contre la fraude et l'évasion fiscale, vous savez que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas marcher dessus par les lobbies. Parce que quand vous avez Anne-Sophie Pelletier, qui a fait une grève de 117 jours dans un EHPAD parce qu'elle n'était pas d'accord avec la manière avec laquelle on traitait les personnes âgées dans les EHPAD, 117 jours de grève, de souffrance, sans rémunération, malgré les pressions, vous savez que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire par les lobbies. Parce que quand vous avez Gabriel Amar, militant associatif pour la régie publique de l'eau,
qui se bat contre les multinationales de l'eau qui veulent privatiser notre bien commun depuis 20 ans dans ce pays, vous savez que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire par les lobbies. Parce que quand vous avez Marina Mesure, syndicaliste, experte française de la lutte contre le travail détaché, qui a fait le tour de l'Europe pour aider les salariés à se syndiquer, à s'organiser pour faire valoir leurs droits, qui est même allée jusqu'au Qatar pour aider les travailleurs philippins qu'on avait fait venir pour la Coupe du Monde à s'organiser sous forme de syndicats pour défendre leurs droits. Quand vous avez une femme qui est allée jusqu'au Qatar pour aider les salariés à se syndiquer, vous savez que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire par les lobbies. Quand vous avez Bernard Borgiali, public ferroviaire en tant que conducteur de train, vous savez que c'est quelqu'un. Quand vous avez nos parlementaires sortants, Younous Omarjee et Emmanuel Morel, qui se sont mobilisés, qu'on peut applaudir aussi pour la libéralisation, pour la refus des accords de libre-échange, vous savez qu'ils ne se laisseront pas faire, vous savez qu'ils ne se laisseront pas marcher sur les pieds. On n'est pas en train de vous dire qu'on pourra tout changer demain au Parlement européen. Mais ce qu'on vous dit, c'est que les engagements qu'on a pris, on les tiendra, on les respectera, qu'on ne se laissera pas dicter la politique qu'on mènera là-bas par les autres, qu'on fera entendre la voix du peuple au Parlement européen, comme nos 17 députés font entendre la voix du peuple à l'Assemblée nationale. Voilà l'engagement qu'on prend. Alors l'élection européenne, c'est dans un mois. Un mois maintenant. Un mois qui nous reste pour convaincre. On connaît la difficulté de cette élection. Il faut arriver à convaincre de l'utilité, de l'importance. On s'entretient dans cette histoire entre la République En Marche et le Rassemblement National. Bon, on n'avait pas compris que la tête de liste de la République En Marche, elle n'était peut-être pas du même côté. Mais bon, ça, ils ne nous l'avaient pas dit au début. Vous avez vu qu'ils essayent de mettre en scène ce duo, ce duel. Dans cette élection européenne, on a l'opportunité de montrer qu'il existe une autre voie possible. Une voie pour l'écologie, pour le social, pour la démocratie, pour la justice. Une voie pour l'égalité. C'est la voie de la France Insoumise. C'est le bulletin de vote de la France Insoumise. Pour ça, pour y parvenir, il nous reste un mois pour se mobiliser. N'écoutez pas leurs sondages qui sont là pour vous démoraliser. Juste un chiffre, juste un chiffre. En 2017, à un mois des élections présidentielles, le même sondage disait Jean-Luc Mélenchon fera 11,5%. Il a fini à 19,5%. Alors que les sondages nous disent 10%, vous voyez ce qu'on va faire demain. Quand la France Insoumise lance une campagne d'emprunt populaire, en 10 jours, elle récupère 2 millions d'euros pour financer notre campagne. Et ça vaut tous les sondages du monde. Pour y parvenir, on a besoin de vous. On fait notre part du boulot, notre part du travail. On a fait... Manon, elle rentre juste de Martinique et de Guadeloupe. On a fait beaucoup de réunions publiques cette semaine. On a besoin d'y arriver. Et pour ça, si on prend par exemple les élections législatives, on avait fait à peu près 2,5 millions de voix en 2017. Il y a environ 500 000 insoumis sur l'ensemble du territoire national. Il suffit que chacun d'entre vous convainque 5 personnes de se déplacer, d'aller voter. Je suis sûr qu'on peut faire la liste dans la tête. La famille, les amis, les collègues de travail, les gens qu'on croise à la machine à café. 5 personnes chacun, et la France Insoumise fera davantage que le score qu'elle a fait aux dernières élections législatives. Voilà le travail qu'on doit mener. Ils ont l'argent, on a les gens, on a la mobilisation populaire, citoyenne, les arguments, le travail que vous avez fait pour préparer cette réunion publique. Voilà ce qu'il nous reste à faire pendant le mois qui reste. Voilà ce qu'on vous demande pour participer avec nous à faire entendre ces exigences, ces voix, ces réponses politiques à la mobilisation des Gilets jaunes, ces réponses politiques à l'urgence et à la crise climatique. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire dans le mois qui reste. Alors Jaurès, vous connaissez Jean Jaurès ? Jean Jaurès, il a dit une phrase et je trouve qu'elle résume bien le travail qu'on doit mener dans le mois qui reste. Jaurès nous a dit « Nous voulons fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement. Alors, soyons dévoués. » Et maintenant, merci. Merci. Et maintenant, c'est moi qui ai le plaisir d'inviter Manon à venir sur la scène. Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise.
Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici. Alors il y a des meetings qui ont un peu, qui veulent dire quelque chose de spécifique. Et pour moi, forcément, qui ai grandi dans le Var, qui ai grandi à Fachholland, forcément, ça a un sens particulier d'y revenir. Et je voulais vraiment commencer par ça parce que à tous ceux qui ont grandi dans le Var, on sait ce que veut dire la politique ici. On sait ce que veut dire se battre pied à pied contre des mairies d'extrême droite. On sait ce que c'est de se battre contre le rejet des immigrés. On sait ce que c'est de se battre contre finalement l'espèce de guerre du tous contre tous qu'on veut plus que jamais et plus qu'ailleurs ici dans le Var nous inculquer. Donc je voulais commencer par faire un vrai salut à tous ces militants. Marc parlait de terre de résistance. Je crois que ici, quand on porte un projet de transformation sociale, un projet d'accueil digne, un projet écologique, on est plus que jamais des résistants. Honneur à vous parce que vous êtes l'ensemble des résistants et je sais qu'il y en a beaucoup dans le Var et je suis vraiment honorée de vous voir ce soir. Alors, mes premières mobilisations dans le Var, c'était notamment autour de la mobilisation sur la loi Fillon et puis il y a eu ensuite la mobilisation sur le traité constitutionnel européen en 2005. On se souvient tous de ce vote, on se souvient tous d'un non à plus de 55%, et on se souvient tous d'un non qui a été compris comme un oui par les différents dirigeants, que ce soit Nicolas Sarkozy ou même François Hollande qui avait promis de le renégocier et puis qui l'a jamais renégocié. Et donc finalement, ça me fait particulièrement plaisir d'être ici. Je sens que la boucle est bouclée pour continuer aussi à parler d'Europe et finalement à tirer le fil rouge de cette mobilisation et de tous ceux qui ont voté pour le non en 2005 et qu'on le retrouve aujourd'hui dans ces mobilisations aussi pour ces élections européennes et qui défendent une rupture avec les règles actuelles et avec les règles européennes actuelles. Et vous savez, cette vision de l'Europe-là, elle continue à être défendue par un grand nombre d'acteurs et en premier lieu par Emmanuel Macron. Et je voulais, pour compléter ce qu'a dit Eric au début, revenir sur 2-3 choses supplémentaires sur ces annonces de cette semaine. Je ne sais pas si on peut appeler ça annonce. D'ailleurs, son discours, je ne sais pas vous, mais je pense qu'on aurait pu l'écrire, tellement il est sans surprise, et tellement finalement il remet au goût du jour des recettes que l'on connaît, qui sont les recettes de l'économie libérale, celles qu'on apprend presque dans les livres d'école, et celles qui ont été appliquées ces dernières dizaines d'années. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué particulièrement dans son discours. Il a dit, notamment, qu'il n'y avait pas d'inégalité en matière fiscale. Ah oui? Combien d'impôts paye Bernard Arnault, LVMH, Total, Apple, Amazon, Monsieur Pinault? Vous savez, ceux qui sont empressés de donner de l'argent comme par miracle, miracle c'est le cas de le dire d'ailleurs, pour Notre-Dame, je n'ai pas fait exprès celle-là, de donner de l'argent comme par miracle pour Notre-Dame, et que ce même élan de solidarité, quand il s'agit de payer ses impôts juste pour participer à la solidarité nationale, laquelle d'ailleurs pourrait permettre de reconstruire Notre-Dame, parce que le budget de la culture, c'est aussi un budget qui vient de la collectivité et des impôts. Donc, je crois qu'il a oublié un peu ce qu'on veut dire par injustice fiscale. On a donc d'un côté un certain nombre de grandes entreprises multinationales et de très riches qui ne payent pas leur juste part d'impôts. Et puis, on a de l'autre, nous autres, citoyens. Bah oui, parce que dans cette salle, je pense qu'aucun d'entre vous, enfin, je pense, n'a de compte en banque aux îles Caïmans. Ni si vous travaillez dans une entreprise ou vous êtes dirigeant d'entreprise, a priori, vous n'avez pas de filiale au Luxembourg et en Irlande. Eh bien, quand on parle d'injustice fiscale, c'est de cela dont on parle, Monsieur Macron. Et oui, aujourd'hui, les inégalités, elles sont nourries par l'injustice fiscale. Elles sont d'autant plus nourries par l'injustice fiscale que ce gouvernement n'a eu de cesse que de multiplier les cadeaux fiscaux aux plus riches. C'est la réforme fiscale la plus inégalitaire de la Ve République que Emmanuel Macron a fait tout juste arriver au pouvoir en supprimant l'ISF, en mettant en place la flat tax, en baissant l'impôt sur les sociétés. La liste est longue. Et ça, aucun regret. Oui, circuler, il n'y a rien à voir. Je suis fière de ma politique. Je suis fière de ma politique en faveur des plus riches. Mais je pense qu'il faut être sérieux. Quand on supprime l'ISF sur les yachts, mais que de l'autre côté, on ne baisse pas la TVA sur les produits de première nécessité, vous savez, les pâtes, le riz, etc.,
qu'est-ce que cette politique a de juste en matière fiscale? Et remarquez bien d'ailleurs que c'est très lié à notre sujet sur les élections européennes. Parce que si Emmanuel Macron ne baisse pas le taux de TVA sur les produits de première nécessité, d'abord c'est parce qu'il y est farouchement opposé. Au nom de cette fameuse théorie du ruissellement, vaut mieux faire des cadeaux aux plus riches, ça va ruisseler, vous avez tous vu la couleur. C'est presque comme la sécheresse ici, il y a quasiment autant d'eau qui tombe ici dans le Var que autant de richesses qui tombent sur les classes les plus pauvres. Mais donc si on regarde de très près ce qui s'est passé, il y a un autre argument, c'est que l'Union européenne interdit une baisse de la TVA à taux zéro pour les produits de première nécessité. Vous savez, cette Union européenne-là, qui permet à l'Irlande, au Luxembourg, à tous ces paradis fiscaux de continuer leur course à la concurrence fiscale, et qui, de l'autre, interdit d'aider fiscalement les plus pauvres, c'est cette Union européenne-là à laquelle nous voulons nous attaquer. Bon, il y a une injustice fiscale, il y a bien sûr une injustice sociale. Eric y est revenu longuement. Remarquez qu'il a dit, en gros, en substance, on n'augmentera pas les salaires, mais vous allez travailler plus, bande de feignants. Donc je ne reviens pas sur la partie, est-ce que nous sommes vraiment les plus feignants de l'Union européenne? Et puis, il nous a sorti de son chapeau une grande idée pour masquer les fermetures de services publics. C'est les regrouper dans un seul lieu, dans un canton. Et donc, aller dire ça dans les petits villages du Haut-Var, vous savez, ceux qu'on oublie. D'ailleurs, je me souviens, Emmanuel Macron, il a dit pendant son allocution, oui, on fait souvent de la politique, et puis on oublie ceux pour qui on fait de la politique, on oublie notamment les petits villages, tout est trop centralisé. Eh bien, allez-y, Emmanuel Macron, dans les petits villages du Haut-Var. Dites-leur qu'on va tout réunir au même endroit, puis qu'on va dématérialiser les services publics, et puis qu'on ne va pas fermer des écoles ou des hôpitaux, alors qu'on sait très bien et qu'on sait pertinemment qu'il a annoncé en même temps 120 000 postes de fonctionnaires. Alors comment va-t-il faire? Alors il dit que peut-être il va revenir dessus, mais 120 000 postes de fonctionnaires. Bien oui, si on ne veut pas fermer d'hôpitaux, si on ne veut pas fermer d'écoles, il faut des médecins, il faut des enseignants. Et là-dessus, si le maire s'y oppose, comment fait-il s'il n'a pas les enseignants ou les médecins? C'est le maire qui va aller enseigner? C'est toi, Marc, qui va aller enseigner dans les écoles ou soigner? Bon, nous, à la France Insoumise, on a des hologrammes, on veut bien leur prêter, mais je suis pas sûre que ça permettra de soigner ou d'enseigner à beaucoup d'élèves. Et puis, vous avez entendu, en matière démocratique, rien sur référendum d'initiative citoyenne, rien sur la 6e République. C'est un peu comme si Emmanuel Macron avait peur du peuple, avait peur de la souveraineté populaire, avait peur finalement de nous tous ici dans cette salle. Et puisqu'il a peur de nous, eh bien ce que nous pouvons faire en réponse, c'est nous mobiliser, nous le peuple, pour s'exprimer parce qu'il nous reste, c'est-à-dire un bulletin de vote, le soir du 26 mai, pour qu'ils comprennent que cette politique-là, en faveur des plus riches, cette politique antisociale, eh bien c'est simple, on n'en peut plus et qu'une alternative est possible. Alors au final, Saint-Emmanuel promet 5 ans de travaux pour Notre-Dame, mais je crois qu'il annonce surtout 3 ans de souffrance pour les misérables, pour nous tous qui payons le prix de ces cadeaux aux plus riches. Je vous l'ai dit, quand Emmanuel Macron supprime l'ISF ou quand il baisse l'impôt des grandes entreprises, en même temps, il augmente par exemple la CSG. Et cette tendance-là, on la retrouve partout sur le sol européen. Les recettes de la TVA en 20 ans en France, elles ont augmenté de 73%. La CSG, elle a été multipliée par 6,7%. Et ça, ce sont des impôts qui touchent en plus forte proportion les plus pauvres. Alors ils nous disent de temps en temps, on l'a entendu d'ailleurs, ça fait partie des ballons d'essai du grand débat, on va faire l'impôt payé par tous. Mais attendez, tout le monde paye l'impôt. Quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous payez l'impôt, vous payez de la TVA. C'est de très loin la première recette fiscale, la deuxième recette étant la CSG. Donc tout le monde paye l'impôt. Eh bien c'est ça qu'ils oublient souvent, c'est que pour rendre notre système plus juste fiscalement,
Il faut précisément baisser l'impôt qui est payé en plus forte proportion par les plus pauvres, ceux qui payent la TVA, ceux qui payent la CSG. Et cette injustice fiscale, il faudra aussi la combattre au niveau européen. Parce que si au final, ils se retrouvent à nous faire les poches parce que c'est plus facile, c'est parce que l'Union européenne a renoncé notamment à faire une liste crédible de paradis fiscaux pour s'attaquer à ceux qui pillent nos recettes fiscales, aux grandes entreprises multinationales. Il faut appeler un chat un chat. Le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, oui, vous êtes des paradis fiscaux et oui, il faut vous sanctionner. Et pourtant, on sait qu'il est plus que jamais temps d'agir. En matière économique comme en matière climatique, il faut changer profondément le système. Il faut le renverser profondément. Et pour faire le parallèle sur les questions climatiques, comment à Toulon ne pas parler de la mer Méditerranée? Alors on est dans la salle Méditerranée, c'est d'autant plus une bonne occasion de le faire et je pense que ça ferait un bon parallèle avec les assises de la mer qui se sont déroulées il y a quelques années et que tu évoquais, Laura. La mer, c'est notre belle Méditerranée, c'est un peu le symbole de nombreux de nos combats, des excès du capitalisme mondialisé qui est un peu inféodé à l'argent et qui est le symbole aussi de notre combat pour sauver la question climatique. Mais la mer Méditerranée, c'est aussi beaucoup de choses. La mer Méditerranée, elle s'est aussi transformée en un tombeau pour ces exilés, ceux qui cherchent juste à survivre. L'an dernier, 2260 personnes ont péri en mer Méditerranée. 2260 personnes qui demandaient juste une vie digne, qui ont pris des risques et qui ont traversé souvent les déserts, notamment en Afrique, avant de traverser la mer Méditerranée et pour certains au péril de leur vie. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ces personnes, en réalité, sont victimes du modèle économique prédominant aujourd'hui dans le monde. Elles sont victimes des accords économiques qui maintiennent dans le sous-développement un certain nombre de pays en Afrique. Elles sont victimes du réchauffement climatique et du changement climatique qui va pousser sur les routes du monde plus de 250 millions de personnes d'ici 2050. Elles sont aussi victimes des conflits armés dont certains sont menés par l'Union européenne. Ces personnes-là sont victimes et c'est bien souvent notre politique économique et notre politique européenne qui force et qui pousse ces gens-là sur les routes de l'exil. Enfin, ces personnes, elles sont victimes des passeurs, de ces trafiquants d'êtres humains, des exploitants de misère qui font leur beurre grâce à la politique migratoire. Eh bien, moi, je voudrais aujourd'hui qu'on applaudisse à l'inverse l'ensemble des acteurs qui se mobilisent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici dans cette salle, particulièrement en région PACA, ceux qui accueillent avec dignité, avec humanité, ces victimes de notre système économique injuste. Et ici, nous sommes à quelques kilomètres de Vintimille. Et Vintimille, c'est là où Madame Loiseau, la tête de liste de La République En Marche, s'est empressée de venir parader sitôt intronisée comme tête de liste de La République En Marche, ou alors où Christophe Castaner est venu congratuler ses homologues d'extrême droite en Italie pour savoir qui va repousser le premier les migrants méditerranéens. Non, toi, ah non, moi, ah non, mais bravo, on s'applaudit entre nous parce que notre politique migratoire est la plus sévère que l'autre. Eh bien moi, je leur dis à la majorité présidentielle et à leur candidate qui a, semble-t-il, l'amnésie sélective. Alors moi, à 20 ans, parce qu'il semble qu'elle ne se souvienne pas ce qu'elle faisait à 20 ans, vous allez me dire, moi, à 20 ans, c'était il y a moins longtemps, c'est peut-être plus facile. Mais je pense que, quel que soit votre âge ici, vous vous souvenez ce que vous faisiez à 20 ans. Eh ben moi, à 20 ans, il se trouve que j'étais mobilisée pour des questions de solidarité, pour des questions de dignité, pour des questions d'humanité, pour des questions de justice sociale. Et ce sont ces principes-là auxquels nous ne dérogerons pas, à ceux qui ont, semble-t-il, une amnésie bien sélective et qui n'a pas fait exprès de se retrouver sur une liste fasciste à 20 ans. Le problème, c'est pas forcément qu'elle s'est retrouvée sur cette liste-là à 20 ans. Le véritable problème, c'est qu'elle mène aujourd'hui une politique qui est digne de celle de l'extrême droite, digne de celle quand elle avait 20 ans. Parce que
Aurélie Loiseau, c'est elle qui parlait du shopping de l'asile pour dénoncer les immigrés, comme s'ils faisaient un shopping entre les différents pays européens pour savoir lequel allait le mieux les accueillir. Parce que Christophe Castaner a parlé des ONG comme les alliés des passeurs. Ce sont eux aujourd'hui qui mènent ces politiques injustes et ces politiques xénophobes. Alors, à la place, moi je voudrais qu'on rende un énième hommage à ces ONG, celles qui luttent en Méditerranée pour sauver les vies. Alors non, on ne lutte pas contre l'extrême droite en épousant son vocabulaire et ses propositions. La parade à l'extrême droite, ce sont ces hommes et ces femmes, ceux qui se mobilisent notamment pour un accueil digne des migrants, ceux qui se mobilisent pour la justice sociale et fiscale. Alors oui, Madame Loiseau, si vous voulez lutter contre l'extrême droite, le meilleur moyen pour cela, c'est de ne pas épouser leurs thèses, leurs théories et leurs propositions. Car au final, on le voit bien, la politique d'Emmanuel Macron, cette politique, elle est, par certains égards, pas par tous les égards, fort heureusement, parfois elle se rapproche de celle du Rassemblement national. Et en fait, on le voit quand on prend des exemples locaux. Je vous parlais des positions de La République En Marche sur les questions migratoires, largement condamnées par l'ensemble des ONG. Regardons ce qui se passe ici dans le Var, au niveau local, à Fréjus. Alors oui, je vais beaucoup vous parler de Fréjus, il se trouve que j'ai grandi à Fréjus, il se trouve que j'étais dans le même lycée que David Rachline. Pour le coup, s'il y en a bien qui n'a pas changé d'avis depuis ses 20 ans, c'est bien lui. Au moins, on peut lui reconnaître cela. Mais quand on regarde ce qui se passe à Fréjus, une des premières choses qu'a fait David Rachline, c'est une charte anti-migrants. Oui, Fréjus est devenue la ville anti-migrants. Je pense que ce serait salué par les Salvini et les Castaner. Qu'a fait David Rachline en arrivant au pouvoir dans la ville de Fréjus? Il a aussi immédiatement coupé les aides aux associations. D'ailleurs, ça rappelle des souvenirs ici à Toulon. Le Front National a fait exactement la même chose. Ça a été 6 ans où tout a été coupé pour les quartiers populaires jusqu'en 2001. Eh bien, cette même politique antisociale qui s'attaque aux quartiers populaires, c'est une politique en marche qui s'attaque aussi à nos retraites, par exemple. On pourrait continuer aussi longuement les parallèles et les comparaisons. Macron, par exemple, privatise les aéroports et Engie en les vendant à ses copains. Eh bien, lui, David Rachline, il vend le patrimoine municipal à ses copains aussi. Et on le voit dans sa volonté de livrer nos côtes, de livrer le tourisme, de livrer nos côtes au tourisme de masse, tourner uniquement vers le pognon, parce que ici en Méditerranée, et particulièrement dans certaines zones du Var, c'est encore plus vrai pour l'Est Var, à partir de Saint-Raphaël jusque dans les Alpes-Maritimes, sur toute la Côte d'Azur, bah ouais, notre Côte d'Azur, elle est bétonnée. Et moi, ça me fait mal de voir cette Côte d'Azur qui est bétonnée avec la moitié du littoral artificiellement aménagé. Et ça continue. Ça continue parce que ce même David Rachline, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut détruire la base nature. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'auraient jamais eu l'occasion d'aller à la base nature, c'est là où je jouais quand j'étais gamine. Il y a mes parents qui sont dans la salle. C'est là où se passe une des plus grandes manifestations internationales de VTT, le Rock d'Azur. Mais aussi, la base nature, c'est une grande base qui est riche de sa biodiversité, qui est riche de son espace naturel. Eh bien, que veut faire David Rachline? Vendre à ses copains, en faire un hôtel de luxe, un aquarium, et continuer à vendre à la découpe notre littoral. Alors, pour tous ceux qui sont dans la salle, je vous invite à la mobilisation en défense de la base nature qui aura lieu demain, je ne sais plus à quelle heure, on va me souffler dans l'oreille, à midi, un pique-nique citoyen qui aura lieu à la base nature. Parce qu'il faut plus que jamais défendre notre littoral, défendre notre biodiversité. Et je voulais même saluer ma mère qui était à l'origine avec d'autres de la pétition qui a été lancée. Vous remarquerez que certains se demandent ce que fait ma mère sur cette liste. Eh bien, ma mère, c'est une militante de tous les combats. C'est elle qui a défendu à Fréjus, qui s'est battue contre le Rassemblement national, qui s'est battue sur une terre d'extrême droite,
qui s'est battu aussi pour défendre nos valeurs, pour défendre notre base nature. Et cette pétition, elle a recueilli 66 000 signatures, 66 000 citoyens, et j'espère beaucoup plus demain. Alors oui, les amis, nous voulons que la mer soit autre chose qu'une fosse commune, qu'un grand cimetière à ciel ouvert, bordé par une rangée de béton vendu aux copains des puissants. Car la mer, c'est une pièce essentielle notamment pour lutter contre le changement climatique, parce qu'elle séquestre le CO2. Et donc lutter contre le changement climatique, ça passe par prendre soin de notre mer, ce bien commun. Et voilà le futur de la Méditerranée si on laisse le système actuel continuer. Une grande étendue morte que les espèces humaines ne peuvent plus habiter. Manu a parlé de l'omniprésence du plastique qui est particulièrement vrai en mer Méditerranée. Et ben moi, cette mer Méditerranée, j'ai envie de me battre pour. Ma mère est née à Alger, mon père est né à Toulon, je suis née à Fréjus, mon grand-père est né en Corse. Cette mer Méditerranée, elle a vu grandir mes ancêtres, ma famille. Cette mer Méditerranée, il faudra la défendre parce que c'est une mer d'échange, une mer de culture, une mer de rencontres, qui a un creuset de l'humanisme, de la démocratie et toute une partie de nos valeurs communes. Et je veux le dire haut et fort, cette mer Méditerranée ne peut devenir un espace de mort, un espace de pollution. Et il faudra se battre au niveau européen pour défendre un plan de lutte contre la pollution plastique. Manu en a parlé, ainsi que de plans de protection de notre littoral. Continuer à lutter contre la surpêche, continuer à lutter pour l'application d'une des grandes victoires que nous avons obtenues au Parlement européen, qui est l'interdiction de la pêche électrique. Et enfin, la mer, je crois que c'est plus que jamais l'avenir. L'avenir parce que c'est l'avenir aussi pour les énergies renouvelables. Je veux dire, on est dans le Var, aujourd'hui il y a un bon Mistral, on a la mer, on a le soleil, on a le vent. J'aimerais que maintenant on démontre et on pointe du doigt le Var, non pas comme Fâche-Hollande, non pas comme la terre de l'extrême droite, mais bien comme une terre des énergies renouvelables, une terre du progrès, une terre de la biodiversité. C'est aussi pour ça que moi j'ai envie de m'engager pour protéger cette vision du Var qu'on m'a inculquée quand j'étais petite et pour laquelle je veux aller me battre, porter cette parole du Var, de la biodiversité, de la protection au Parlement européen à Bruxelles. Voilà ce qu'on vous propose de faire le 26 mai, faire des choix nécessaires pour changer de modèle, répondre à l'urgence climatique, Manu en a largement parlé, à l'urgence sociale, Eric en a parlé, à l'urgence fiscale, mais aussi à l'urgence démocratique. Faire en fait ce qui n'a pas été fait pendant un certain nombre d'années, c'est-à-dire écouter le peuple. Écouter le peuple comme on ne l'a pas fait en 2005, écouter le peuple, respecter son choix souverain. Et je crois qu'on a tous été marqués, et j'ai démarré par ça, par cette mobilisation et ce vote sur le non en 2005. Pas un non à l'ensemble de la construction européenne, mais un non parce qu'on portait d'autres espoirs pour cette construction européenne. Et donc on portait l'espoir d'une harmonisation sociale et fiscale, d'une ambition écologique. On portait l'espoir aussi d'un investissement massif et d'une protection de nos services publics. Et il s'est passé tout l'inverse. Et c'est à cet espoir de 2005 que je veux que nous revenions. Non pas parce que ça a marqué, moi, mon premier engagement politique, parce que je crois qu'il est fondateur dans la construction de la souveraineté populaire. Et je crois aujourd'hui qu'on a le signe, un énième signe de leur refus de la souveraineté populaire avec leur refus d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Alors n'ayons pas peur du peuple, écoutons-le, manifestons-nous, défendons-le, parce que cette souveraineté populaire qui a été bafouée en 2005, il ne faudra pas qu'elle soit bafouée le 26 mai prochain. Alors heureusement, on peut rompre avec cette logique. Manu en a parlé. Il y a des alternatives qui existent pour la construction européenne. Je vais rajouter des arguments à ce qu'il a dit. Oui, on peut construire une alternative, mais on a des outils pour cela. La France, c'est pas n'importe qui en Europe. La France est évidemment un pays fondateur de l'Union européenne,
mais c'est aussi la deuxième économie de l'Union européenne. C'est 18% de l'économie européenne. C'est 16% du budget de l'Union européenne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut utiliser cela comme des outils dans le rapport de force, dans la négociation, non pas parce qu'on pense qu'on a raison, non pas parce qu'on pense qu'on a les bras les plus forts, quoique je veux bien comparer, mais parce qu'on pense que c'est plus juste socialement, c'est plus juste fiscalement et c'est plus juste écologiquement. Et que si les gens peuvent être frustrés, moi je comprends tous ceux qui peuvent vous dire mais pourquoi aller voter pour les élections européennes, ça n'a pas de pouvoir, et puis on a voté les années précédentes et notre vote a été bafoué et n'a pas été respecté. Mais aussi donnez-nous cette chance d'essayer. La France insoumise n'a jamais été au pouvoir jusqu'à présent et qu'il faut construire les jalons de cette alternative, les jalons de cette fédération populaire, celle qui unira demain les acteurs du secteur associatif comme moi qui n'avais jamais fait de politique avant, si ce n'est ma mobilisation de 2005 sur le TCE, qui mobilisera aussi les syndicats, ceux qui sont mobilisés dans les rues ces dernières semaines, qui mobilisera toutes celles et tous ceux qui veulent s'accrocher et qui veulent défendre un avenir et une alternative. Je le dis non pas parce qu'on pense qu'on a raison, mais parce qu'on pense que c'est ce qui permettra de sauver la planète, c'est ce qui permettra de contribuer à l'harmonie de nos sociétés. Alors, utilisons ces outils dans le rapport de force, construisons les jalons et posons les jalons et construisons l'alternative à partir du 26 mai, en mettant et en donnant le plus de force possible à la France insoumise avec ce scrutin. Et puis, Toulon, c'est aussi une grande ville militaire. On en a un petit peu parlé. Une grande ville militaire, ça me permet aussi de parler de notre projet pour l'Europe et la défense. Parce qu'on aime bien nous désigner comme des pro-russes ou des pro-je sais pas quoi. Pour la petite anecdote, moi, ça fait partie des choses que je découvre. Ma mère était militante avant, moi, j'avais jamais milité à la France Insoumise, et elle me disait parfois, oui, tu vas voir, on va nous caricaturer. Moi, je lui dis quand même, t'exagères, enfin, franchement, t'en fais trop. Et en réalité, non, je le vois, que les caricatures sont faciles. Il y a une interview de Yannick Jadot de ce matin qui dit qu'on est pro-Maduro et qu'on est absolument, mais c'est pas le fait d'être pro-Maduro, mais qu'on est pour un État totalitaire, comme si on allait réprimer les gens dans la rue. Mais non, c'est tout l'inverse qu'on veut faire. Qui actuellement réprime les gens dans la rue? Est-ce que c'est la France insoumise qui veut faire respecter la souveraineté populaire, ou la République en marche qui attaque à coups de lanceurs de balles de défense les manifestants dans la rue? Alors pour l'Europe, nous voulons porter un projet de paix. Un projet de paix, ça veut dire de sortir de la logique de l'Union européenne attachée à l'OTAN. L'OTAN, c'est daté, c'est complètement obsolète. C'est un outil de la guerre froide. Moi, je suis née juste après la chute du mur de Berlin. La guerre froide, ça n'a aucune signification, si ce n'est historique pour moi. Quel sens y a-t-il à inféoder la politique européenne de défense aux États-Unis, qui plus est aux États-Unis de Donald Trump, ou à la Turquie d'Erdogan? Quel sens y a-t-il à défendre cette politique de la guerre, alors que nous devrions plutôt défendre une désescalade, celle de la coopération, celle de la discussion? Voilà notre vision pour la paix. Et pour ça, il faut sortir de cette logique de l'Union européenne rattachée à l'OTAN. C'est l'Europe de la guerre qui nous propose « Défendons l'Europe de la paix ». Alors, on est à un mois du scrutin. Un mois moins un jour. Un mois où il faudra se mobiliser. Un mois d'abord pour infliger une raclée démocratique à Emmanuel Macron. Parce que s'il n'a pas été capable de nous écouter, de nous entendre ces dernières semaines dans la rue, s'il n'a pas été capable de nous entendre dénoncer ces cadeaux pour les riches, nos cris de justice sociale, nos cris de justice fiscale, ces cris qui sont lancés encore aujourd'hui en grand nombre partout en France par les Gilets jaunes, qui ont montré qu'on peut faire irruption, que non, les citoyens ne sont pas amorphes, qu'ils ne sont pas résignés, que cette soif de justice sociale et fiscale, elle mobilise les Gilets jaunes depuis près de 6 mois dans la rue.
mais elle mobilise aussi beaucoup plus largement, parce qu'aujourd'hui, avec ou sans gilets jaunes, plus de 3/4 des gens demandent le rétablissement de l'ISF, demandent le référendum d'initiative citoyenne, demandent l'augmentation des salaires. C'est cette voix qu'il faudra porter dans les urnes le 26 mai prochain, s'il n'a pas été capable de les entendre ces derniers mois et ces dernières semaines. Et je crois que la meilleure preuve de cela est sa réponse, qui est un long blabla, un long flot. On peut voir quelques petites propositions par-ci et là qui peuvent être intéressantes, mais qui n'ont en rien répondu aux aspirations des gens qui ont été exprimées. Ces aspirations, elles sont simples. Partage des richesses, partage du pouvoir, ce sont ces deux revendications principales que nous continuerons à mener, non pas par récupération, comme nous disent certains journalistes ou certains commentateurs, non parce que nous croyons que ces revendications sont justes, qu'elles font écho aux propositions de la France insoumise, et que nous continuerons à nous battre auprès de toutes celles et tous ceux qui se mobilisent et qui luttent sur le terrain. Et je voudrais rendre hommage d'ailleurs aux gilets jaunes qui sont présents dans la salle et qui ont fait le choix aujourd'hui de venir à un meeting. Parce que cette mobilisation, cette soif de justice sociale, de justice fiscale et de justice démocratique, elle est partagée. Il faudra l'exprimer le 26 mai. Mais ce qu'il faudra aussi exprimer le 26 mai, c'est notre volonté de porter tous ces combats dans l'arène européenne. Alors oui, on peut penser que l'Union européenne n'a aucune importance, mais l'Union européenne est présente dans notre quotidien. Quand on se lève le matin, les céréales qu'on mange, si elles ont été produites avec du glyphosate ou non, c'est une autorisation de l'Union européenne. Les petites gares et les petites lignes de train qui ferment ici dans le Var, en particulier dans le Haut-Var. Manu me faisait la blague, il me disait « je comprends pas, je trouve pas de train pour aller à Fréjus ». Bah oui, parce qu'à Fréjus, il y a quasiment plus de train qui passe. C'est la gare de Saint-Raphaël. Alors oui, les deux villes sont collées. Certes, les deux villes sont collées, mais il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Eh bien, c'est cela aussi, c'est une conséquence des politiques de l'Union européenne qui cherche à privatiser et qui a privatisé avec le 4e paquet ferroviaire nos petites lignes de train et nos gares. Et ça s'est joué à 24 voix près. 24 voix, 24 députés, autant de députés que nous pourrons envoyer au Parlement européen et qui défendront nos petites lignes de train, nos petites gares, qui défendront nos services publics avec ces parlementaires de combat que Manu vous a présentés. Alors, moi je suis très fière de cette liste. On l'a déposée hier, à tout juste un mois du scrutin. Ce sont non seulement des combattants de terrain, mais ce sont aussi des gens d'univers différents, 40% d'ouvriers et d'employés, une liste à l'image du peuple, avec une apicultrice, avec des lanceurs d'alerte aussi, avec des syndicalistes, des ouvriers, des associatifs. Plus d'une personne sur deux sur cette liste n'avait aucune appartenance politique. Cette dynamique de fédération populaire, cette dynamique qui est enclenchée avec les élections européennes, nous devrons l'accentuer après le 26 mai pour construire l'alternative, pour ouvrir un autre horizon et qu'enfin viennent les jours heureux. Alors les amis, un mois c'est court et long à la fois. Un mois c'est autant de portes qu'on peut ouvrir. Un mois, c'est autant de tracts qu'on peut distribuer, autant d'affiches qu'on peut coller, autant de gens qu'on peut convaincre, autant de personnes avec qui discuter. Ce mois-là, il faudra l'utiliser pour faire campagne, battre le terrain, parce que cette alternative, on y croit, cette alternative, on peut la défendre, et cette alternative, elle est en train de monter. Alors les amis, mobilisez-vous et rendez-vous le soir du 26 mai pour, j'espère, une belle victoire.